Bienvenue à cette soirée consacrée à l'Observatoire des médias sur l'écologie. Ce soir, on va parler des médias et d'écologie, et en particulier de presse écrite. Alors on est vraiment ravis que vous soyez avec nous, parce que c'est un moment important pour l'Observatoire. Évidemment, un observatoire des médias sans presse écrite, c'était pas un observatoire complet. Et donc, vous allez recevoir en prime les infos sur les données sur l'Observatoire des médias appliquées à la presse écrite. Et donc, comment la presse écrite traite d'environnement dans ses pages. Alors moi, je suis Célia Gauthier. Je travaille à l'association Expertise Climat, qui est une des associations qui a cofondé l'Observatoire. Et en fait, il y a quelques années, 3 ans exactement, on était plusieurs associations et on se demandait si notre intuition concernant la qualité et la quantité de traitement médiatique des enjeux environnementaux était correcte, si vraiment on avait raison de penser qu'il fallait améliorer les choses, mais on n'avait pas les données, on n'avait pas les chiffres. Donc on s'est dit, travaillons ensemble pour objectiver ce constat, pour réunir les chiffres et les publier. Et c'est comme ça qu'est né l'Observatoire des médias sur l'écologie, pour objectiver le constat sur le traitement écologique sur le traitement médiatique des enjeux écologiques. Alors dans cet observatoire, il y a plusieurs structures, plusieurs associations qui travaillent d'arrache-pied depuis des années, notamment Climat Média, mais qu'on appelle aussi pour plus de climat dans les médias, Data for Good, Quota Climat, Expertise Climat, qui est l'asso pour laquelle je travaille, Science Feedback et Éclaircie. Je pense que je n'en ai pas oublié. On a aussi des partenaires techniques sur ce projet, qui sont plutôt du côté des acteurs privés. Eleven Stratégie et Médiatrie, qui nous aident à travailler sur les données. Et bien sûr, on a des partenaires institutionnels, l'ADEME et l'ARCOM, qui a travaillé avec nous l'année dernière sur l'audiovisuel. Et depuis cette année, on est financé par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d'un programme de verdissement des entreprises créatives et culturelles. Et c'est eux qui nous aident à travailler sur la presse écrite. On a aussi un comité d'experts qui suit cet observatoire, et ça c'est hyper important pour nous, parce que c'est en s'appuyant sur ces scientifiques qu'on arrive à asseoir une méthodologie robuste pour cet observatoire. Donc ce sont des chercheurs en sciences de l'infocom, en sociologie, en informatique, qui nous ont aidés depuis 3 ans à renforcer nos méthodologies, et vraiment on les remercie de leur investissement bénévole dans ce projet depuis 3 ans. Alors l'observatoire, je reviens à cette slide, c'est pas uniquement un observatoire du climat dans les médias, c'est un observatoire de tous les enjeux écologiques dans les médias et de leur représentation dans les médias. Donc le climat, mais aussi la biodiversité et l'érosion des ressources naturelles. Vous savez que les médias, puisque là on est dans un théâtre, et dans un théâtre on raconte des histoires, on met en scène des personnages, on met en scène des trajectoires, et les médias font un peu la même chose. Ils nous racontent des histoires, ils mettent en scène des personnages et des trajectoires, mais avec des faits. Alors il y a plein de défis qui se posent à eux aujourd'hui, en particulier pour la presse écrite, mais pour nous, le défi de la transition écologique et de comment on en parle est un défi majeur. C'est pour ça qu'on est hyper content de pouvoir débattre de ces questions-là avec vous ce soir. Alors on a une soirée qui va être divisée en plusieurs temps. Le premier temps va être consacré à une introduction par nos partenaires institutionnels, l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, et l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel. Et ensuite, on va vous délivrer les nouveaux chiffres de l'Observatoire sur le traitement de l'écologie dans l'audiovisuel, mais aussi dans la presse écrite. Et c'est tout nouveau, et c'est une première mondiale. Enfin, nous aurons une table ronde pour mettre ces résultats en débat avec des professionnels de la presse, et on pourra faire circuler le micro à ce moment-là si vous avez des questions. Enfin, nous allons clôturer la soirée avec quelques mots de la direction de Radio France Internationale. Voilà, merci à toutes et tous d'être là, si nombreux, si nombreuses. On est ravis de pouvoir lancer cette soirée. Je vais appeler Valérie Martin, qui est la chef du service médias et mobilisation citoyenne à l'ADEME. Merci de l'applaudir bien fort. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment désolée de ce petit problème technique.
D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour ce travail. Et à l'ADEME, on est ravis de pouvoir travailler, participer, travailler vraiment aux côtés du consortium, travailler aux côtés de l'ARCOM également sur ce beau sujet. Et je vous propose de peut-être commencer par un petit rappel. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure des crises systémiques, on peut le dire, planétaires auxquelles on fait face, eh bien, c'est vrai que l'ensemble des acteurs socio-économiques doit se mobiliser pour accélérer les transformations écologiques indispensables. Et à ce titre-là, il est clair que les médias jouent un rôle tout particulier. Ils sont un acteur clé, bien sûr, dans la construction de l'opinion publique. Et ils ont non seulement la responsabilité, mais j'allais dire aussi le devoir d'informer avec justesse sur les enjeux écologiques, notamment. Par ailleurs, les médias sont des catalyseurs en tant que vecteurs du changement. Et à ce titre, ils peuvent mobiliser et engager en faveur de la transition écologique en la rendant intelligible, compréhensible, mais également sans doute désirable. Ça veut dire que les médias, ils ont aussi un rôle à jouer dans la transformation de nos imaginaires et de nos modes de vie. Le GIEC l'a souligné très clairement, d'ailleurs, dans son 3e volet de son 6e rapport d'évaluation, en disant qu'il jouait un rôle essentiel dans la prise de conscience, l'éducation, la mobilisation et la volonté d'agir. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fort que cette question de volonté d'agir de l'ensemble des acteurs, des citoyens. Ils vont contribuer aussi, dans une certaine mesure, à façonner les attitudes, les représentations, les politiques peut-être aussi, qui vont être nécessaires pour relever les défis qui sont face à nous. Alors c'est clair qu'au-delà de la mise en avant de tel ou tel, malheureusement, événement climatique majeur, on va penser aux canicules, on va penser aux feux de forêt, on va penser également aux inondations. En ce moment, on est particulièrement concernés. C'est vrai que les médias, vous avez un rôle que je trouve fondamental, qui est celui d'expliquer en quoi les changements climatiques peuvent et vont changer notre quotidien. Quelles sont les solutions aussi et les initiatives, non pas en étant des bénis oui-oui, en disant oui ou non, mais en informant là aussi avec justesse. Et puis, bien évidemment, comme vous le savez mieux que quiconque, ça dépasse la simple rubrique planète dans la presse écrite, ça concerne l'ensemble des rubriques. Alors, je me suis dit, je vais vous apporter un certain nombre d'éléments, puisque dans le cadre des études que nous faisons à l'ADEME, il y a le 26e baromètre des représentations sociales du changement climatique, et on s'est intéressé à la question de savoir comment les Français jugeaient aussi la façon dont était traitée cette question climatique. Comme vous le voyez, on leur a posé une première question, c'est sorti en novembre 2025, en leur disant « On entend parler du changement climatique dans la presse ou la télévision. Est-ce que l'on parle trop du changement climatique? On en parle suffisamment ou on n'en parle pas assez ?» Les chiffres de 2025 sont clairs. Eh bien, pour les gens, on en parle suffisamment. Une partie aussi non négligeable, 33%, on n'en parle pas assez. Et vous voyez bien que c'est seule une minorité des gens qui nous disent « on en parle trop ». Je vous ai mis là un certain nombre de chiffres qui vous montrent que, en gros, sur la question du « on parle trop du changement climatique », c'est-à-dire la courbe en rouge, le chiffre de 2025 est revenu au niveau de 2023, ce qui est plutôt une nouvelle assez intéressante. Et donc l'idée d'une possible saturation des publics face à l'avalanche d'images liées aux canicules, aux inondations, aux feux, etc., eh bien, ça veut dire que ça ne gagne pas du tout en crédibilité aujourd'hui. Le sentiment des « on n'en parle pas assez », il est particulièrement prégnant chez les jeunes de 15-17 ans, puisqu'ils sont 52% à le dire, et les 18-24 ans, où ils sont 42%. Et surtout, vous vous en doutez,
Ce sont les répondants qui nous déclarent être très inquiets face au changement climatique, et ils sont nombreux. Ils sont aujourd'hui à peu près une trentaine de pourcents de l'échantillon. Eh bien, en fait, ils sont 50% à dire qu'on n'en parle pas assez. Autre information de ce baromètre, oui, la question de la médiatisation des enjeux climatiques. Alors, on leur a posé la question de savoir comment est-ce qu'ils s'informaient sur les sujets en lien avec l'environnement, le changement climatique, en premier ou en second. Par les informations quotidiennes, ça c'est la première chose qu'ils nous ont dite, par des émissions télé ou radio, c'est un peu toute la dimension audiovisuelle, et puis tout de suite après, par la question de la presse quotidienne. Je trouve que c'est un résultat qui montre que on reste dans le top 3, très intéressant. Et ensuite, ils nous ont avancé sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je ne vous l'ai pas apporté, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais je trouve que c'est intéressant de le regarder. Et donc, par rapport à ça, on constate aussi que la presse quotidienne garde aussi une place particulière pour les Français, pour pouvoir s'informer sur ces questions. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, cette importance aussi, on le dit rapidement, des réseaux sociaux, elle ne va pas s'en poser de problème, puisque comme vous le savez, ça fait partie des lieux sur lesquels il y a le plus de désinformation climatique. Or, comme c'est souvent beaucoup de jeunes qui sont concernés et qui les regardent, forcément, ça pose un certain nombre de sujets. J'ai voulu compléter. J'ai vu qu'il y avait la fondation Descartes qui était là, mais je ne sais pas où elle est, donc je vais lui emprunter un certain nombre de ses résultats par rapport à l'étude qu'ils ont sortie en janvier 2026 de cette année, et qui nous dit, dans l'étude qu'ils ont faite sur la façon dont les Français perçoivent le changement climatique et son traitement dans les médias, que seulement un quart des Français estiment que les médias abordent suffisamment la question du changement climatique. C'est intéressant parce que on a aussi des chiffres qui sont intéressants à mettre en perspective et qui permettent de voir que, également, toujours dans les travaux de la Fondation Descartes, qu'on a un intérêt pour l'information climatique qui demeure, avec plus de la moitié de la population qui se dit extrêmement intéressée ou intéressée par l'actualité sur l'écologie. Je trouve que c'est fort et que ça montre bien tout le rôle, tout le poids que les médias ont pour pouvoir permettre d'accélérer justement la transmission, la diffusion, la compréhension des enjeux écologiques. C'est la raison aussi pour laquelle, à l'ADEME, on a voulu s'associer à ce travail qui est piloté par l'Observatoire et par le consortium qui nous a été présenté par Célia tout à l'heure, parce qu'on a besoin d'objectiver, on a besoin d'avoir des chiffres réguliers, on a besoin aussi de pouvoir informer correctement sur ces sujets-là, loin de toute polémique. On a également besoin de pouvoir continuer à lutter contre la désinformation climatique, et les médias, à ce titre-là, pour nous, ils ont un rôle majeur à jouer. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Valérie, et merci encore à l'ADEME de son implication dans ce projet. Maintenant, j'appelle sur scène Bénédicte Lesage, qui est conseillère à l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel, et qui va elle aussi nous livrer sa vision. Merci de l'applaudir. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais commencer, avant de lire mon texte, je voulais commencer par vous dire combien pour nous c'était important de travailler collectivement sur ces questions. Et c'est pour ça qu'on, au moment du départ de l'Observatoire, on a participé, on a aidé très modestement par rapport à l'ADEME, mais on pensait que c'était important de le faire, et qu'on est ravis et on vous remercie de l'invitation de l'Observatoire aujourd'hui. Et dire
aussi, parce que je le dirai pas à chaque fois, mais on a beaucoup de sujets en transition écologique qu'on travaille bien sûr avec l'ADEME et d'autres partenaires comme l'ARCEP ou autres. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis ravie d'être là et je voulais vous dire que depuis la mise en œuvre de l'Observatoire des médias sur l'écologie, l'ARCOM s'attache à favoriser le dialogue entre les différents partenaires du consortium et les médias audiovisuels. Ce n'a pas été toujours un dialogue facile, c'est un apprentissage de collaboration, mais on peut se satisfaire d'une avancée et de ce que l'Observatoire a permis de mobiliser les médias audiovisuels et en même temps, les médias audiovisuels ont expliqué leurs contraintes. Donc, on pense, nous, qu'il faut travailler ensemble, il ne faut pas s'opposer, et il faut construire ensemble ce mouvement pour avancer dans la transition écologique. En tant que régulateur des médias audiovisuels et numériques, nous n'intervenons pas dans la presse écrite, mais nous partageons, je pense, un objectif commun. Garantir une information rigoureuse sur le climat et l'environnement. Non pas pour restreindre le débat, mais pour en préserver l'intégrité et donc notre démocratie. Suite à la proposition d'Eva Morel, que je remercie, je vais vous présenter le document qui apporte la vision globale sur l'année 2024 des missions de l'ARCOM en matière de transition écologique. Alors, tout le monde ne connaît pas bien l'ARCOM, donc je vous donne quelques repères rapidement. Tout d'abord, l'ARCOM agit dans le cadre fondamental de la liberté de communication garantie par la loi de 86, et ça, c'est important de le dire. Mais nous mobilisons néanmoins avec détermination les médias audiovisuels et numériques pour qu'ils s'engagent de manière volontaire dans la transition écologique. Depuis 2010, le régulateur veille à ce que le développement de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un haut niveau de protection de l'environnement. Cette mission a été renforcée par la loi Rennes en 2021, puis par la loi Climat et Résilience, puisqu'à l'ARCOM, nous agissons dans le cadre de la loi et des missions qui nous sont confiées. Depuis 2023, lors du renouvellement des autorisations TNT, l'ARCOM a intégré dans les conventions des éditeurs une clause spécifique relative à la protection de l'environnement pour mobiliser encore plus les médias audiovisuels. Mais pourquoi cette mobilisation est-elle indispensable? Alors, je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens convaincus. Je rappelle quand même qu'entre 2020 et 2022, l'empreinte carbone nationale du numérique est passée de 2,5% à 4%, à l'équivalent de près de 30 millions de tonnes de CO2 par an. Et on ne parle pas pour le moment, puisqu'on n'a pas de données chiffrées précises, de l'impact de l'IA générative qui fait exploser aujourd'hui la consommation électrique et un certain nombre d'autres points dans la transition écologique. Mais pour le moment, nous n'avons pas de chiffres. On en aura prochainement. Mais aussi, on a les citoyens qui sont en attente, comme Valérie pouvait le dire. 67% s'intéressent aux sujets environnementaux dans l'actualité et 77% jugent utiles les initiatives audiovisuelles pour les informer sur les éco-gestes à adopter pour réduire leur empreinte de consommation vidéo. Donc ça, c'est suite à un sondage que nous présentons dans notre étude globale. L'enjeu est donc clair. Faire participer pleinement le secteur audiovisuel et numérique à la transition écologique selon deux axes complémentaires. Le premier axe consiste à réduire l'impact environnemental du secteur et à sensibiliser les usagers à la sobriété numérique. Alors, dans une période où tout le monde est sur ses écrans, ce n'est pas très simple. En 2024, les acteurs français de la TNT ont diffusé sur leur plateforme numérique des informations sur l'impact environnemental des usages audiovisuels et partagé des bonnes pratiques. 80% des personnes qui ont vu ces messages s'y sont intéressées. Et un tiers déclare avoir modifié ses habitudes vers plus de sobriété. Par exemple, de ne pas regarder sur son téléphone une vidéo en haute définition ou de regarder en Wi-Fi chez soi plutôt qu'en 4G. Cela montre que la pédagogie fonctionne. Les acteurs de la TNT ont également investi dans des mesures d'éco-conception de leurs services avec l'aide de l'ARCOM sur des études et des référentiels sur lesquels nous avons collaboré avec l'ADEME et avec l'ARCEP. En revanche, la mobilisation des grandes plateformes numériques extra-européennes demeure totalement insuffisante.
Passons maintenant au deuxième axe, l'étude par l'ARCOM des contenus dans le cadre des contrats climat dont s'occupe Alexine Alarcom, qui est ici présente au premier rang. Et je lui adresse tous mes remerciements parce que je pense que les contrats climat, c'est un dispositif qui pourrait être simplifié et qui est extrêmement difficile à étudier. Et à part elle, je pense que personne n'a envie de s'y coller. Donc je la remercie. Tous les auditeurs audiovisuels ont pris un engagement commun dans les contrats climat. La grande majorité des acteurs numériques, eux, n'en ont pas signé. On observe en 2024 une stagnation de la mise en avant des communications commerciales les plus efficaces énergétiquement. Ce qui pose problème. Dans un contexte où les médias numériques captent aujourd'hui la majorité des recettes du marché publicitaire, l'exercice est rendu asymétrique et difficile pour les médias nationaux. En 2024, les sujets environnementaux sont majoritairement traités sur les médias audiovisuels, dans les programmes d'information des médias généralistes, mais aussi, ce qui est bien, dans la fiction, l'animation et même dans des événements spéciaux, des soirées spéciales ou des semaines spéciales chez certains éditeurs. Un constat sur lequel il faut s'attarder, la présence d'experts dans les programmes de plateau a baissé, passant de 31% à 18% en un an, lié sans doute pour partie à la meilleure information des journalistes sur le sujet, mais aussi à la réticence de certains scientifiques de venir s'exprimer quand, suite à leurs propos, ils se font harceler sur les réseaux sociaux. Un axe complémentaire consiste à lutter, sur le sujet dont parlait déjà Valérie, à lutter contre la désinformation climatique au nom de la rigueur et de l'honnêteté de l'information prévue dans les conventions des acteurs de la TNT. Alors là-dessus, le régulateur intervient après diffusion et sur saisine. Pour votre information, il faut vous rendre compte que, bien sûr, bien au-delà du sujet de la transition écologique, nous recevons à peu près 120 000 saisines par an que nous traitons toutes. Donc, une partie est consacrée, pas la majorité du tout, à la transition écologique. Comment ça fonctionne ? Si un intervenant expose des propos contraires à un consensus scientifique établi et que nous observons l'absence de contradiction suffisante dans l'entièreté de l'émission, nous caractérisons un défaut de maîtrise de l'antenne par l'éditeur. Le collège de l'ARCOM peut alors décider d'une sanction, mais uniquement à l'égard du média concerné et pas pour les intervenants, puisque nous régulons les médias et non pas les personnes, et que nous sommes, comme je l'ai rappelé dès le départ, dans le cadre de la liberté d'expression. En cas d'absence de consensus, et si le sujet traité prête à controverse, l'éditeur doit assurer une pluralité de points de vue. Depuis 2024, on a prononcé 3 mises en garde et une sanction pécuniaire pour non-respect de l'exigence d'honnêteté et de rigueur de l'information. Et cette dernière, ce qui est intéressant, a été confirmée par le Conseil d'État. Au-delà de ces interventions, l'ARCOM agit aussi par la sensibilisation et l'éducation aux médias pour renforcer l'esprit critique du public. Sur les plateformes, le sujet de la désinformation est plus complexe. Cela reste un champ d'études très peu exploré aujourd'hui, mais l'ouverture récente de l'accès aux données pour les chercheurs prévue dans le cadre du règlement européen sur les services numériques constitue heureusement une avancée importante, et donc nous encourageons les organismes de recherche à s'en saisir afin de financer et conduire des travaux sur la potentielle désinformation climatique liée au fonctionnement volontaire ou involontaire des algorithmes. Comme vous le constatez, notre méthode de régulation repose sur la démarche scientifique, la concertation, la pédagogie et l'accompagnement. Et si la sanction existe, et elle existe réellement, elle demeure l'ultime recours. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la transition écologique des médias audiovisuels est engagée. Elle doit désormais se renforcer et changer d'échelle. Je vous remercie de votre attention. Merci Bénédicte pour ce panorama complet de l'action de l'ARCOM sur les médias audiovisuels et la désinformation. Maintenant, Jean Sauvignon, qui dirige la data à Quota Climat, va commencer à nous présenter les premiers résultats de l'Observatoire sur l'audiovisuel.
Bon, il y a toujours quelqu'un, quand on organise un événement, qui doit rattraper le temps. C'est mon rôle à moi. C'est le jeu de passer après nos amis institutionnels. Mais je suis très à l'aise avec ça. On est ravis de les avoir. Je vais me faire engueuler en sortant. On voulait juste rapidement revenir sur quelques résultats audiovisuels qu'on a sortis dans l'année, parce qu'en fait, on a assez peu l'occasion de se parler. On organise un événement par an pour l'instant. Ça fait 2 années de suite, donc c'est devenu une tradition. Juste quelques petites choses. En fait, toute l'année, on a analysé ce qui se disait dans l'audiovisuel. Et il y a eu pas mal de séquences, en réalité. On a eu quand même 2 canicules, on a eu l'UNOC, on a eu toutes les discussions, alors c'est pas vraiment un vote pour la PPE3, mais toutes les discussions autour de la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. On a eu toute une séquence autour de la proposition de loi Duplon, donc vous avez forcément entendu parler sur la réintroduction de certains néonicotinoïdes. On a eu la COP, et je voulais juste vous partager que l'ensemble de ces analyses qu'on produit quotidiennement sur le site de l'Observatoire sont disponibles. Donc plutôt que de revenir dessus ensemble aujourd'hui, pour gagner un peu de temps, je vous invite toutes et tous à aller y passer une tête. Un point quand même sur lequel on voulait aussi revenir, c'est le sujet rapidement de la désinformation climatique, parce que c'est quand même un des grands résultats qui a été sorti cette année par l'Observatoire. Et je voulais juste prendre le temps, ensemble, pour présenter très brièvement la méthodologie et quelques résultats saillants, parce que c'est important, la désinformation climatique, c'est un sujet qui est compliqué, sur lequel il est important de bien nommer les choses, pour éviter justement de partir dans des débats et des surréactions ou des sous-réactions. Juste rapidement, ce que fait l'Observatoire, c'est mesurer donc ce qui se dit dans l'audiovisuel. On détecte par des méthodologies de mots-clés assez simples ce qui se dit à propos du climat, d'accord ? Et si on sait qu'on est en train de parler du climat, on a entraîné un modèle d'IA pour détecter si on est à risque ou non d'être de la mésinformation climatique. Okay ? Ce point, il est hyper important parce que la mésinformation climatique, ça ne suppose pas d'intentionnalité du locuteur. Le rôle de l'Observatoire, c'est pas de dire que les cas qu'on a détectés sont intentionnels de la part du ou des locuteurs. Okay ? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le penser, mais ça veut dire que chacun se fait son opinion. C'est pas à l'Observatoire académiquement de le dire. Ces cas sont détectés, et heureusement, c'est pas à une IA de décider ce qui est vrai ou ce qui est faux, ça permet juste de filtrer un petit peu des choses. Et ensuite, tout est fact-checké par les partenaires de l'Observatoire qui s'appellent Science Feedback, qui sont des fact-checkers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fact-checking, c'est une profession avec des standards déontologiques très élevés. Et eux, ils vérifient tout à la main. C'est-à-dire que tous les cas, ils les observent à la main, ils les vérifient, ils regardent ce qui a été dit, est-ce que c'est contraire ou pas à l'état de la connaissance scientifique. Okay ? Et ensuite, tout ça, on vient les regrouper en narratifs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire toutes les petites histoires qui sont le même élément de langage, la même petite phrase, répétée encore et encore. OK ? Une fois qu'on s'est dit ça, et ça pareil, je vous invite à aller consulter les rapports qu'on a sortis sur le sujet. Ça, c'est le volume de mésinformation climatique qu'on a observé en 2025. En fait, on voit des gros pics au moment d'événements politiques ou diplomatiques majeurs. On voit qu'à chaque fois que Donald Trump prend la parole sur le sujet climatique, ça ouvre la fenêtre d'Overton en France. Donc c'est quand même un problème, parce qu'il a le droit d'être climato-sceptique très loin de chez nous, mais ça ne devrait pas avoir autant d'influence sur notre propre débat médiatique. On voit les discussions aussi sur les ZFE, qui ont provoqué quelques pics de mésinformation climatique, et on voit surtout cette grosse séquence en fait estivale autour du sujet énergétique. Okay, et ça, c'est ce qu'on revoit dans les narratifs en fait, qui remontent en boucle. Petit point d'attention, on ne traite que de la désinformation en matière climatique au sein de l'Observatoire, non pas par manque de volonté, mais simplement parce que méthodologiquement, c'est pas exactement la même chose sur notamment les pesticides. Donc là-dedans, il n'y a rien à propos, par exemple, de la PPL Duplon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, ça veut dire qu'on ne se prononce pas sur le sujet, parce qu'on n'a pas encore la capacité méthodologique à le faire. OK ? Très rapidement, on analyse aussi les locuteurs. Les locuteurs, c'est pas pour les nommer, par contre, c'est pour se poser la question sur les types de locuteurs. Est-ce qu'on parle des journalistes ? C'est assez rare, mais il y a quelques chaînes, c'est la partie rouge là, où ça existe. Pourquoi vous riez ? Non, pourquoi ? C'est aussi, ça peut être aussi les chroniqueurs, ça peut être les invités politiques. Les invités politiques, c'est un objet compliqué parce qu'ils seront invités par le respect du pluralisme. En revanche, il y a un enjeu à challenger les cas qui sont prononcés par les invités politiques, parce qu'un cas contredit n'est pas un cas de notre point de vue. Ça ne compte pas s'il y a une contradiction. On a les invités, bien sûr, et on a un truc qui est un peu spécifique à la radio, qui est un point intéressant aussi, c'est qu'on a observé un peu, faut le dire quand même, de cas dans l'audiovisuel public, mais seulement quasiment dans l'information en continu. Et ce qu'on voit, c'est que c'est grandement lié aux invités. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas exactement le même niveau de responsabilité. Ça veut dire qu'on peut faire mieux en travaillant plus sur les éléments de langage et de désinformation récurrents. Si on finit juste sur les narratifs et après, promis, on avance sur la presse écrite, on les a regroupés, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site, mais en gros, les 6 premiers narratifs sont à propos des énergies renouvelables. Ensuite, on en a un petit peu sur la mobilité, notamment la mobilité électrique,
un petit peu sur le rôle de la France, voilà, quelques sujets sur les sciences climatiques, mais en fait, c'est un point intéressant. La désinformation climatique n'est plus à propos de la science, en tout cas dans les médias, n'est pas à propos de la science climatique au sens un peu littéral, c'est-à-dire c'est pas le changement climatique n'existe pas, c'est plutôt passer du côté de l'action climatique. Donc c'est vraiment à propos des politiques publiques environnementales. Et ça nous semble trop grave pour pas être mentionné, parce qu'en fait, il est urgent de débattre des politiques publiques environnementales, mais de débattre sur la phase des faits. Ok ? Rapidement, j'introduis la méthodologie pour la presse écrite, maintenant qu'on s'est dit ça, et après je passerai la parole pour les résultats. La presse écrite, Célia vous l'a mentionné, on travaille sur les enjeux climat, les enjeux biodiversité et les enjeux des ressources naturelles. Là-dedans, il y a l'état des sols, l'état des forêts, la pollution de l'air, un certain nombre d'éléments qu'on a appelés crise des ressources au pluriel. Surtout, un autre élément qu'on vient mesurer, c'est de quoi on parle quand on en parle. Est-ce qu'on parle des causes, par exemple les énergies fossiles au hasard? Est-ce qu'on parle du constat scientifique, c'est-à-dire est-ce qu'on parle du réchauffement climatique? Est-ce qu'on parle des conséquences, qu'elles soient canicules, inondations, etc. Ou est-ce qu'on parle des solutions? Et nous, cette chaîne causale, c'est un objet auquel on tient beaucoup, parce qu'en fait, quand on entend les chiffres qui sont rappelés en introduction, notamment de l'ADEME, en fait, aujourd'hui, la demande, c'est aussi d'aller du côté des solutions, d'aller en parler. Et donc ça, ce sont des points qui nous semblent aussi importants à observer. Très schématiquement, la méthode... Oh là, non, d'abord le périmètre. Le périmètre, on a voulu être le plus exhaustif possible, c'est jamais possible parce qu'il faut être clair, nous on achète la donnée, donc on a des limites liées au fait que ce soit la société civile qui porte ça, même s'il y a évidemment le soutien des institutions. Donc en gros on a pris les titres principaux nationaux, qu'on appelle ça la PQN, donc les quotidiens ou les magazines, et tout ce qu'on a pu en termes de groupes de presse quotidienne régionale, sachant que ceux qu'on n'a pas là, c'est parce qu'ils n'étaient pas disponibles et on est en cours de discussion pour élargir le périmètre. Okay, normalement, vous retrouvez à peu près les logos que vous connaissez, peut-être moins dans les groupes, parce qu'on ne connaît pas toujours les groupes qui possèdent les titres de presse quotidienne régionale. La méthodo, concrètement, on a notre flux de données initial, c'est-à-dire qui dépend de notre fournisseur, à qui on achète un flux, ça s'appelle une API. On vient shortlister tous les articles qui ont une chance de près ou de loin de parler d'environnement. D'accord, ça, par une méthodologie de mots-clés très, très basique, c'est juste pour réduire en fait, le flux qu'on a besoin d'acheter et de payer, parce qu'on paye les droits sur les articles, là, on ne scrape pas, on ne contourne pas des droits d'accès. Et ensuite, on a un dictionnaire de mots-clés qui a été construit depuis plus de 2 ans et demi en fait, par l'Observatoire, avec le comité d'experts, avec les partenaires, avec des experts thématiques, pour venir détecter de quoi on parle. Est-ce qu'on parle justement de climat, est-ce qu'on parle de biodive, est-ce qu'on parle des causes, des conséquences, etc., de quel secteur d'activité on parle. Et tout ce champ lexical, en fait, il permet d'une part de classifier les articles, mais d'autre part de le faire de façon frugale et d'éviter de faire passer des millions d'articles par des IA. Quand on peut s'en affranchir, en tout cas, vous y invite, faisons-le. Et donc très concrètement, il y a des effets de seuil, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain nombre de mots-clés, on considère que ça va compter, pas compter. Tout ça, c'est challengé par des vérifications humaines. D'accord ? Donc tout a été double vérifié pour connaître notre marge d'erreur, notre marge de précision, etc. Et une fois qu'on a dit tout ça, on reventile les articles en disant un article, il parle et de climat et de biodiversité, que de climat mais que des causes, que de climat, des causes et des conséquences, etc. Et c'est ce qui permet d'avoir, sur cette masse d'articles, environ 1 million d'articles traités après automatiquement par an, une répartition complète de qui parle concrètement de quoi. Voilà, si la méthodologie est claire, j'ai plus qu'à vous laisser entre les mains savantes de Claire, justement, pour les résultats. Alors, laisse-moi quand même te présenter, Claire, parce qu'en plus, j'ai abîmé le nom de votre association. Donc, Claire, c'est la présidente pour plus de climat dans les médias. L'association qui a particulièrement travaillé sur cette méthodologie de la presse écrite. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter en avant-première les résultats du chantier presse écrite. Donc oui, ça a été un gros chantier, on est très contents, tout le monde a travaillé ardemment sur ce sujet. Et donc, en avant-première, les résultats. Alors, pour commencer, on a donc étudié l'évolution de la couverture médiatique des enjeux écologiques dans la presse écrite. Et sur l'année 2025, on retient un chiffre, c'est 6% de la part des articles qui parlent des enjeux écologiques dans la presse écrite. 2 observations. Une, c'est que c'est 1% supplémentaire par rapport à l'audiovisuel. Donc, on peut dire que c'est mieux, même si on considère que c'est toujours pas assez. Et deuxième observation,
c'est que, en fait, quand on observe l'audiovisuel, on voit que le flux informationnel, en fait, est beaucoup plus déstructuré. Et en fait, l'audiovisuel est beaucoup plus poreux, on va dire, à l'actu chaude, ce qui n'est pas le cas de la presse écrite. La presse écrite a une tendance beaucoup plus stable, et donc ça, c'est quelque chose de très positif, puisqu'en fait, on se rend compte que les Français ont besoin d'être exposés à une information environnementale très régulière pour pouvoir justement bien comprendre les enjeux et pouvoir se mettre en ordre de marche pour faire cette transformation sociétale dont on rêve tous. Et donc, finalement, la bonne nouvelle, c'est que, d'une certaine façon, la presse écrite joue le rôle de couvrir ces sujets-là de manière assez régulière tout au long de l'année. Et donc, vous avez toujours ces petits pics qui sont principalement liés aux canicules. Donc voilà, on n'échappe pas à l'actu chaude, mais c'est bien normal. Autre observation, donc on étudie 3 typologies en fait de médias presse écrite dans cette nouvelle version. On a l'AFP, donc qui est l'agence France Presse, qui est le prescripteur, vraiment le producteur national en fait de toutes les dépêches qui sont souvent reprises donc par les différents journalismes et titres de la France. Et donc à l'échelle internationale, l'AFP en fait couvre tous les sujets divers et variés que l'international peut traiter. Et à l'échelle nationale, en fait, l'AFP est le plus gros producteur d'informations. Et donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on regarde leur production, c'est qu'ils sont autour en tout cas de 6% ou plus, et notamment ce qu'il y a aussi d'intéressant à regarder, c'est que sur les aspects canicules, ils ont couvert une assez longue période, notamment sur la deuxième vague, une assez longue période, donc ils ont produit beaucoup de dépêches à cette période-là, et aussi pour la COP que vous retrouvez, si je ne me trompe pas, et voilà, super. Donc ici on a la COP, et vous trouvez... En fait, ils ont vraiment traité la COP en amont, pendant l'événement et après. Donc ça, c'est quand même très intéressant de se dire qu'ils sont vraiment producteurs de l'information pour tous les autres titres qui sont susceptibles de récupérer leurs dépêches. Alors quand on met en lumière avec les 2 autres typologies qu'on étudie dans l'Observatoire, on a la presse nationale, qui, elle, a une moyenne environ de couverture des enjeux écologiques autour de 8%. Donc 8% des articles produits par la presse nationale évoquent de près ou de loin les sujets écologiques, c'est-à-dire que parfois ce sont des articles très fouillés qui abordent vraiment tous ces sujets-là, et parfois ce sont des sujets transversaux, c'est-à-dire que en fait, dans le cadre d'un sujet autour de ça peut être de la science, ça peut être de l'économie, ça peut être de la santé, on évoque aussi l'écologie. Et donc, pour la presse nationale, on a 8% en moyenne, et pour la PQR, la presse quotidienne régionale, on est plutôt autour de 4%. Et alors ça, aujourd'hui, on l'explique plutôt par le volume très important en fait, qui est produit par la PQR. Et aussi, on a aussi beaucoup de petits articles dans la PQR, donc on a un gros volume avec des petits articles parfois. Et donc, c'est ce volume-là qui justifie, on pense en tout cas, qu'on est autour de 4%. Ce qui veut dire qu'on a quand même aussi une marge de manœuvre assez importante, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on le rappelle, l'Observatoire des médias, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Et donc aujourd'hui, on est en train de poser un postulat, et l'idée, c'est d'accompagner les médias à faire mieux, et donc on part de ce point de départ, et tous ensemble, on va essayer de progresser. Quand on regarde qui finalement traite le plus des enjeux écologiques, eh bien, on a été heureux de découvrir que c'était la presse économique, donc principalement La Tribune et Les Échos. Donc ça, c'était une agréable surprise, parce que depuis 3 ans, nos associations disent qu'il faut absolument traiter les enjeux écologiques de manière transversale, ça ne doit pas être une seule et unique rubrique, toutes les rubriques doivent aborder ces sujets-là. Et donc la bonne nouvelle, c'est que globalement, la presse éco joue le jeu, et donc quand ils traitent de leurs sujets économiques, ils abordent aussi les enjeux écologiques, donc ça c'est un bon point à souligner. C'est pas complètement étonnant, parce que vous le savez, quand on parle de mobilité, quand on parle d'énergie, quand on parle d'agriculture, on parle aussi de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique et de réindustrialisation de la France. Tout est lié. Et bonne nouvelle, la presse écrite l'a compris. On voudrait qu'ils fassent encore mieux, mais en tout cas, ils sont déjà très bien placés. Ensuite, on trouve dans la presse, donc vous verrez systématiquement, la presse nationale a quand même est plus avancée que la presse régionale.
Donc là, ça se revoit. On a Le Monde en 3e position, Libération. Et en dernier, on a le JDD, donc pour la presse nationale. Par contre, pour la presse régionale, on a Nice Matin, Var Matin, qui traitent plutôt, qui font des efforts en tout cas pour traiter ces sujets-là. Et en dernier lieu, on a entre autres La Provence, Centre Presse. Donc c'est l'aspect quantitatif, mais on va voir très bientôt l'aspect qualitatif. Donc, justement, quand on traite des sujets écologiques, de quoi parle-t-on? Alors, vous avez peut-être compris, si vous êtes des habitués de nos associations, et puis Valérie Martin l'a très bien dit, pour nous, c'est essentiel que les médias traitent principalement des solutions. Parce que, évidemment, il y a une crise, il y a encore pas mal de Français qui n'ont pas tout à fait compris la crise ni son origine anthropique. Bon, il faut toujours répéter les constats et les causes. Mais en tout cas, les Français, tous les sondages disent que les Français attendent d'avoir des solutions pour savoir comment agir. Donc aujourd'hui, on doit transformer notre société, il faut faire ce virage écologique, mais les gens finalement ne savent pas vraiment quoi faire. Et donc si on veut éviter un sentiment d'impuissance, il est urgent que tous les médias puissent aborder ces sujets-là, et notamment les médias informationnels. Et donc, bonne nouvelle, contrairement à la presse audiovisuelle, la presse écrite couvre 5 fois plus les solutions que les conséquences. Donc dans l'audiovisuel, c'est plutôt l'inverse, il couvre beaucoup plus les conséquences que les solutions. Donc la presse écrite a quand même de l'avance par rapport à sa manière d'aborder les sujets. C'est une bonne nouvelle. Et donc pareil, de manière qualitative, quand on étudie, donc tout à l'heure on a vu qui en parle le plus, là maintenant, d'une certaine manière, c'est un petit peu qui en parle le mieux. C'est-à-dire que là, on a classifié les médias qui abordent en fait les crises écologiques sous l'angle des causes, constats, solutions et conséquences. Alors je vais juste préciser de quoi je parle quand je dis ça, parce que souvent c'est pas très compréhensible. Le constat, à votre avis, c'est quoi dans la crise climatique? C'est le changement climatique. Cause, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Conséquence, c'est l'inondation et la canicule. Et les solutions, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, mobilité durable, autres. Et donc, quand on regarde ceux qui font le travail vraiment de décryptage en fait, de toute cette chaîne causale, eh bien, on a Libération, Le Monde, Le Nouvel Obs en tête pour la presse nationale. Et en fait, on a 20 minutes qui finalement est un peu en queue de peloton. Et on a les échos. En fait, on constate que les échos, enfin la presse écho, elle a moins l'occasion, puisqu'ils font de transversalité, ils ont probablement moins l'occasion d'aborder toute cette chaîne causale. Donc, il y a, c'est une petite incitation pour eux, de rappeler les éléments, parce que les Français en ont besoin. Autre élément important qui nous semblait, on n'a pas encore la brique, on n'a pas développé encore la brique des informations sur la presse écrite. Et donc, petit teaser avant d'y arriver, on a voulu étudier en fait le champ lexical de tout le vocabulaire péjoratif autour du militantisme écologiste, des acteurs de l'écologie. Et donc, on a étudié le vocabulaire style Khmer vert, ayatollah vert et écologie punitive. Et donc, un petit peu comme la slide tout à l'heure qu'a présenté Jean sur la mésinformation climatique, on voit vraiment qu'il y a des tendances, des répétitions au cours de l'année qui sont très liées, très influencées par la presse... par les débats politiques et les événements météorologiques. Et donc, on voit un petit peu ces mêmes tendances. On a mis en rouge la courbe de l'audiovisuel et des cas de mésinformation dans l'audiovisuel. Donc, je ne vais pas refaire l'explication, mais on retient quand même que c'est le JDD, Marianne et Le Point qui sont les titres qui traitent le plus, qui utilisent le plus ce vocabulaire. Donc, point de vigilance pour les lecteurs. C'est un petit peu aussi ça, l'Observatoire, c'est une boussole pour les lecteurs. Donc, on est content de pouvoir afficher ce genre d'informations. Dernier point, je vais faire rapide. Donc, en fait, sur cette slide, petit élément de décryptage. En gros, en abscisse, vous avez les articles qui traitent à la fois des conséquences, donc par exemple inondation, et des constats du style changement climatique ou réchauffement climatique. Et en ordonnée, vous avez les articles qui mentionnent
les conséquences, donc inondations, canicules, et les causes, donc les énergies fossiles, le pétrole, le méthane, ce qu'on veut. Et donc en fait, on a placé les différents médias en fonction des résultats qu'on a obtenus sur cette courbe. Et donc juste pour vous dire, quand on est au centre, on couvre à peu près à 37%, 37% de la production fait le lien entre conséquences et constats. Et quand vous êtes à peu près au milieu de ce graphe, vous avez à peu près 28% de votre production qui fait le lien entre conséquences et causes. Et donc, voilà, il y a toujours ces deux pôles, comme on a vu précédemment. Donc, la presse nationale qui est plus avancée sur le sujet, avec en tête Le Monde, qui fait régulièrement en fait ces rappels entre causes et conséquences et causes et constats. On a La Croix, Libération, Les Échos, on l'a déjà vu. Et ensuite, on a le deuxième pôle qui est plutôt autour de la presse régionale, presse quotidienne régionale. Voilà. Donc là, c'est un peu plus dans le détail, si vous voulez. Voilà, tous ces résultats-là seront en ligne, évidemment. Donc ça, c'est pour la presse écrite régionale. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde tout à l'heure, on voyait que la Provence était plutôt en queue de peloton par rapport à la quantité de production d'articles en fait, qui font le lien avec la crise climatique. Mais par contre, on voit qu'ils sont tout en haut de la courbe pour traiter ces enjeux-là de manière qualitative. C'est-à-dire qu'ils font vraiment régulièrement le lien. Donc voilà, la quantité compte, mais la qualité aussi. Donc c'est important de le souligner. J'ai terminé avec les résultats les résultats de la presse écrite et je laisse la parole au suivant. Merci beaucoup Christian d'avoir fait cette animation. Donc Christian de Boisredon est le fondateur et le directeur de Spark News. Il va vous raconter ce qu'est Spark News. Voilà, bonsoir à tous. Donc là, on a parlé des chiffres et merci et bravo pour ce travail, énorme travail, pas évident et franchement très précieux. Et là, l'idée, c'est qu'on travaille un peu plus concrètement, qu'est-ce que les médias font déjà pour arriver à travailler mieux ces sujets plus souvent, de les parler de façon plus équilibrée, plus profonde, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aller encore plus loin. Alors, je ne présente pas chacun parce que vous avez leur titre et comme ça on gagne du temps. Mais du coup, j'ai envie de commencer par vous demander à toi, Julie, qui est journaliste à La Croix. La Croix, ça a toujours été dans l'ADN, ces sujets-là. D'ailleurs, je fais une petite anecdote. En 2003, quand j'ai lancé Reporters d'Espoir, on a fait un peu le même boulot, sauf que nous, on le faisait dans les bibliothèques, à photocopier les articles, en lisant tous les journaux, pour essayer de repérer les articles de solutions. Et je me souviens très bien, ceux qui étaient en tête à l'époque, en 2003, c'était La Croix et Libération. Donc ça m'a beaucoup intéressé de voir que Libération est toujours en tête aujourd'hui, qui effectivement avait tendance à plus traiter les solutions comme La Croix. Donc c'est dans l'ADN de La Croix. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est l'ADN de La Croix et qu'est-ce que tu as mis en place avec la rédaction pour aller encore plus loin sur le traitement de ces sujets ? Bonsoir, merci de faire part à notre travail à La Croix. C'est vrai que nous, ça fait longtemps donc qu'on traite de ces sujets, je pense, d'environnement, notamment parce que ça fait longtemps qu'on se pose la question de la soutenabilité des modèles économiques, notamment. Et on se dit, l'écologie, ça ne doit pas être qu'une terre de désespérance. Ça, c'est quand même un peu ce qui nous anime à La Croix. Et donc, c'est dans cette philosophie-là que, à un moment, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on traite aujourd'hui ? On avait beaucoup de tensions entre les sujets économie et environnement. On voyait bien que c'était là que ça frottait, en fait. Et comme on se posait la question de comment challenger nos modèles d'affaires aujourd'hui, comment rendre effectivement cette économie plus soutenable et d'un point de vue social et environnemental, on a pris le parti il y a 4 ans maintenant, de fusionner la rubrique économie et environnement. Donc on a une rubrique qui s'appelle éco et transition. Donc on donne la voix aux solutions, mais pas seulement. On fait bien sûr le diagnostic de l'urgence. Et puis on challenge aussi les acteurs qui aujourd'hui nous paraissent pas aller dans la bonne direction.
Et du coup, est-ce que ça veut dire que les journalistes qui étaient plutôt journalistes économiques, est-ce que naturellement ils étaient déjà sensibles et capables d'analyser l'économie sous l'angle de l'environnement, ou est-ce qu'il a fallu les former, les embarquer dans cette approche-là, parce que ça ne s'improvise pas? On a formé bien sûr les journalistes de notre rubrique Éco et Transition, qui étaient effectivement des journalistes qui venaient du monde de l'économie. Moi, je suis assez convaincue que les journalistes économie, ils savent y faire avec les chiffres et les ordres de grandeur. Donc finalement, ils s'y sont assez facilement mis sur ces questions d'émissions de gaz à effet de serre. Alors biodiversité, c'est plus compliqué d'un point de vue chiffré, mais en tout cas, voilà, il y avait effectivement une acculturation à faire. Ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, on a effectivement toujours cette tension. Quand on parle d'un sujet économie, on essaye d'y mettre une tension environnementale. On n'y arrive pas toujours. Quand on parle des problèmes de budget de la France, je ne vais pas vous dire qu'on parle des émissions de gaz à effet de serre à tous les coups, mais le fait est qu'on essaye vraiment quand on parle de la réalité économique de tel ou tel secteur, de se poser la question de sa soutenabilité. Et tu dis que ça n'a pas été simple pour les journalistes économiques d'intégrer ces notions-là. Tu dirais pourquoi ça n'a pas été simple? Est-ce que c'est parce que ça demandait du temps de se former, etc.? Est-ce que c'était parce que ça prenait plus de place par rapport au sujet que vous avez l'habitude de traiter? Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que ça marche? Est-ce que vous êtes fait former par Sophie Roland ou par d'autres? Voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour enclencher cette fusion, cette intégration en fait de ces sujets? On a formé les journalistes, et là on est par ailleurs en train de former les journalistes de toute la rédaction, parce qu'on pense quand même que c'est pas que à la rubrique éco qu'on doit être formé à ces questions-là. Les services internationaux, culture, exactement. Entre autres. Religion aussi. Voilà, donc ça, on a des formations à la fois sur les médias et l'environnement, mais aussi sur les bases scientifiques des problématiques de climat, de biodiversité, etc. Et puis, après, l'acculturation, elle se fait progressivement. Disons que voilà, c'est un work in progress. Quand on en fait une priorité éditoriale, qu'on a une rédaction en chef et une volonté de monter en puissance sur ces sujets-là, en réalité, ça se fait de façon assez naturelle, parce que on manque pas d'actualité, on manque pas de sujet. Moi, ce que je dis par contre, c'est que c'est souvent difficile en tant que journaliste, quand on essaye de voir si les gens font bien ou mal sur les questions environnementales, on ne sait pas toujours bien le faire. On manque un peu des indicateurs pour dire, on sait que la RSE dans les entreprises, chacun peut faire remonter les indicateurs qui les arrangent, et donc on a parfois du mal en tant que journaliste. Savoir comment les challenger. Exactement. Donc c'est facile d'aller voir ceux qui font bien, c'est facile de dire ceux qui font mal, et puis l'entre-deux est parfois plus compliqué d'un point de vue journalistique. Donc nous, on se questionne beaucoup là-dessus. On essaye de montrer toutes les dimensions quand on a des problèmes, quand on réindustrialise le Saint-Nazaire. On se pose la question de ces paquebots géants qui vont faire des croisières. Ça va être quoi l'impact sur l'environnement, mais ça va être quoi aussi l'impact en termes d'emploi pour Saint-Nazaire, et voilà. Et on essaie de donner une vision un peu globale des choses, de pas être que sur la rentabilité d'un côté, le social de l'autre et l'environnement encore d'un autre. C'est-à-dire que c'est des sujets très compliqués. Quand on compare les emplois avec l'environnement, c'est vrai qu'on dit oui, ok, ça pollue, mais ça crée des emplois. C'est quand même le cœur du sujet qui est hyper compliqué, personne n'a de réponse. Tu m'avais partagé que vous avez fait une série, et franchement c'était courageux, parce que c'est quand même le sujet sur lequel personne n'a vraiment la réponse, alors que c'est le gros sujet. C'est est-ce qu'on peut se développer sans polluer? Vous avez fait ça pendant la COP, 2 pages pendant 15 jours, tous les jours. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors, on n'a pas la réponse. Hein. Mais j'imagine bien, sinon, sinon on ferait tous la fête. Là. Souvent, on se pose ces grandes questions. Oui. Et notre enjeu, c'est de les illustrer, en fait. C'est d'aller voir sur place, concrètement, quand l'Afrique du Sud ferme ses centrales à charbon et qu'elle investit massivement dans les énergies renouvelables, c'est quoi les conséquences et de montrer, à voir ça. On fait notre travail de journaliste, en réalité. Nous, on essaye d'être le plus proche de la réalité. C'est un peu ce qu'on... C'est vrai que sur la transition, on a tendance à souvent sortir des études et des chiffres. Et est-ce que les emplois de la transition vont permettre de remplacer les emplois du thermique, enfin des industries thermiques? Et ça, nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est d'aller voir en fait les usines, de montrer ce qu'il en est, les problématiques, les dilemmes qu'on peut se poser, etc. Et moi, je pense qu'en tant que journaliste, c'est là qu'on est le plus percutant, parce que souvent, on n'arrive pas tellement à attraper les gens sur les grands chiffres, les grandes masses. En tout cas, nous, on se pose vraiment cette question de être à hauteur d'homme, à hauteur de réalité, quoi. Tout en ayant beaucoup d'ambition, et d'exigence sur ces sujets. Il y a une autre initiative que je trouve vraiment intéressante à partager. On a beaucoup entendu parler les maires des collectivités locales qui parlaient de tous les irritants, les ânes, les ZFE, etc. Et c'est vrai que pour des maires, c'est compliqué, ces sujets-là. Et du coup, vous avez fait une série sur les maires qui ont réussi à faire basculer leurs administrés dans l'acceptation de certains projets. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je trouve ça intéressant et j'espère que ça a pu inspirer maximum de maires, dire ah oui, c'est possible, il faut faire comme ci ou comme ça. Ça s'inscrit, cette série, elle s'inscrit dans 2 initiatives, je pense que c'est intéressant de les mentionner, qui sont Faut qu'on parle, qu'on a lancé il y a 1 an maintenant à la Croix, avec l'idée que on voulait être un lieu de débat apaisé. Et sur l'écologie, on perçoit bien la polarisation qu'il peut y avoir sur ces sujets qui sont devenus très clivants d'un point de vue politique. Et donc, voilà, nous, on a pris des engagements par ailleurs l'an dernier avec une opération qu'on a appelée Parlons écologie. Et l'idée, c'était de se dire, il faut qu'on en parle plus, mieux et avec tout le monde. Et qu'on parle pas que aux convaincus, parce que si on fait ça, on n'y arrivera pas. Et donc, voilà, l'idée, ça a été de décliner un peu, d'aller voir les endroits où on en parle, et où on en parle bien, et où les arguments, on a du pour, du contre, mais que c'est ça finalement qu'il faut donner à voir, et ne pas arriver avec un regard un peu parfois surplombant ou moralisateur. Et donc on a fait effectivement à 1 an des municipales cette série qui était les maires et la transition. On n'est pas allé voir que des maires écolos non plus, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a plein de maires de tous les bords qui font des choses sur le terrain. Et qui font avancer la transition dans leur commune. Et donc on est allé les voir, mais en partant quand même du principe qu'il y avait des sujets qui polarisaient, et que c'est pas forcément simple sur la question des ânes, des ZFE, ça a été cité sur les études, mais même les voies piétonnes ou les pistes cyclables, c'est des sujets qui peuvent créer des tensions au niveau local. Et donc, voilà, on est allé voir des maires qui ont réussi, malgré les oppositions, à faire passer un certain nombre social Exactement. Et en fait, il se passe plein de choses localement, et c'est ça qu'on a voulu montrer à voir. Ça m'a donné une idée, parce que je me suis dit, mais finalement, ce travail de qualité, et il y a plein de médias qui font des travails de fond de qualité, ce qui est dommage, c'est que une fois qu'il est publié, il est un peu perdu dans les limbes. Et voilà, ça m'a donné une idée. Je me dis peut-être que Spark News et d'autres, on pourrait dire, tiens, repérons tous ces travaux de qualité pour les rediffuser. Justement, typiquement, ce travail-là, si on pouvait le rediffuser à tous les maires pour les inspirer, ça serait une bonne façon de redonner une deuxième vie. Et voilà, bon, c'est une idée de plus. Voilà. On passe notre temps à se creuser les méninges pour être créatif, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on produit et qui tombent un peu dans ce flux d'informations continu, et on se dit quel dommage que ça vive pas plus longtemps.
Voilà. Bon, grâce à cette soirée, de toute façon, on s'est dit, il faut qu'on se revoie parce que il y a des choses à faire ensemble. Quand tu dis, il faut qu'on parle, moi, ça me fait penser souvent aux enfants qui disent à leurs parents, papa, maman, il faut qu'on parle. Je pense qu'il y a ce levier effectivement intergénérationnel. Nous, chez Spark News, on exploite les enfants des dirigeants. On fait des séminaires où on invite les dirigeants avec leurs enfants pendant 2 jours et demi, on les bloque. Et comme ça, en fait, on finit par permettre des discussions. Alors bien sûr, c'est pour rigoler que je dis ça, mais en fait, ça permet d'avoir des discussions et non pas de jouer sur les oppositions, mais de leur permettre de faire alliance, que les jeunes comprennent que les contraintes de leurs parents dans les entreprises notamment sont pas si simples que ça, et que ce dont ils ont besoin, c'est pas qu'on leur dise tu devrais faire ci, mais comment je peux t'aider, comment je peux te donner le courage qu'il faut pour faire des décisions difficiles. Voilà, et ça je me dis c'est peut-être aussi... On serait ravis de venir regarder ça de plus près et de raconter les coulisses des dialogues des patrons avec leurs enfants. Voilà, parce que c'est assez intime souvent. L'avantage c'est que les dirigeants sont en vérité, parce qu'avec leurs enfants ils peuvent pas mentir. Voilà, mais effectivement il y a peut-être une série à faire de comment des enfants ont pu convaincre leurs parents de changer leur mindset, leur mode de vie, leur mode de business model. Bon, mais ça c'est encore une fois peut-être une autre idée. Ce que je propose, c'est que Antoine, toi tu représentes j'allais dire tous les journalistes d'une certaine façon. Non, je sais, mais en tant que secrétaire général du syndicat national des journalistes, tu es aussi journaliste à France Télé. Voilà, donc ton scope il est très large, mais ces sujets de la place d'environnement dans les médias t'intéressent beaucoup et te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ça a été quoi ta réaction quand tu t'es mis à travailler avec le consortium ? En quoi ça vous apporte quelque chose ? En quoi ça vous fait bouger ? En quoi potentiellement ça dérange ? Pour le positif ou pas ? Alors je sais pas, oui ça fonctionne, merci. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors c'est vrai que donc moi je suis journaliste aussi, mais à la différence de Julie, je ne travaille pas sur ces thématiques au quotidien. En revanche, mon point de vue, c'est celui malgré tout d'un journaliste dans une rédaction qui est celle de France Télévisions, et aussi un acteur en tant que responsable syndical pour que les journalistes puissent travailler mieux sur ces questions. C'est devenu d'ailleurs un enjeu syndical, je le signale, parce que ça l'a pas été pendant très longtemps. C'est une bonne nouvelle que ce soit devenu un enjeu syndical. Je vais donner un point de référence, c'est pas très loin, mais en 2022, des rédactrices et des rédacteurs spécialisés ont publié une charte très importante qui a circulé dans l'ensemble de la profession, qui est la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, qui est aujourd'hui un point de référence pour beaucoup d'entre nous. Alors, la plupart des syndicats de la profession, mais aussi beaucoup d'écoles de journalisme, de médias, de journalistes individuellement ont signé cette charte. Il y a plusieurs milliers de signataires. C'était important d'avoir un texte comme ça, avec des engagements, avec des objectifs. Et finalement, c'est aussi très important d'avoir des indicateurs. Donc, pour nous, le travail qui a été présenté ce soir, il est très précieux parce qu'on sait qu'on doit faire mieux, c'est évident. Le constat, il est à peu près unanimement partagé dans la profession, mais il faut bien qu'on parte d'un baromètre, d'un état des lieux. Donc c'est intéressant d'avoir cet état des lieux après celui de l'audiovisuel, avoir celui de la presse écrite, de voir que, alors même s'il est partiel, j'ai aussi des consoeurs et des confrères qui m'ont dit ah oui mais il n'y a pas la presse en ligne, il n'y a pas toute la presse magazine, etc. Mais enfin bon, il y a quand même beaucoup de titres. Et c'est très intéressant. Ces premiers résultats, ils sont déjà très intéressants. Et ce que moi j'avais envie de partager aussi, c'est l'envie malgré tout d'une très grande partie des journalistes de la profession de plus traiter ces thématiques-là, de mieux les traiter de manière transversale, avec un souci de transparence, de pédagogie. Tout ça est vraiment... il y a eu des progrès énormes. En tout cas, toi, ce que tu observes dans toutes les discussions que tu as, c'est qu'il y a cette volonté-là. Il y a pas de... Oui, il y a une envie, en tout cas, pas chez tout le monde, mais qui est plutôt grandissante. Il y a franchement, par rapport à il y a 15 ou 20 ans, c'est quand même le jour et la nuit, il y a eu de vrais progrès. En revanche, et on en discute beaucoup entre nous, dans toutes les rédactions, que ce soit les journalistes spécialisés sur l'environnement ou les autres, cette progression, ce qu'on regrette, c'est qu'elle n'est pas linéaire.
C'est-à-dire que c'est pas encore mieux en 2026, après 2025, qui était encore mieux 2024, 2023, etc. Il y a malheureusement, il y a eu des engagements de rédaction, il y a eu voilà, des moyens qui ont été mis sur les formations, mais ça ne progresse pas aussi vite que malheureusement la crise climatique. Et la réponse que nous, journalistes, on doit apporter à ce défi qui est la mésinformation climatique ou la sous-information climatique, elle ne peut pas être en pointillé. Elle doit être continue. Et c'est ça ce qu'on essaie, nous, de faire dans les différentes rédactions en tant que responsable syndical ou même en tant que journaliste tout court. C'est d'alerter nos dirigeants sur l'importance d'avoir un investissement, une implication continue et qui augmente d'année après année. Tu dirais que si ça augmente pas autant ou pas de façon régulière, est-ce que c'est parce que est-ce que c'est les rédactions qui disent oh là notre lectorat ou notre audience ils ont pas trop, enfin ils en ont ras-le-bol qu'on en parle trop, enfin est-ce qu'il y a une espèce d'autocensure par rapport à ce qu'on pressent de ce que l'audience attend, ou est-ce que c'est une autre raison? C'est compliqué de te répondre, parce que c'est vrai que les situations sont très différentes selon les rédactions, mais la bonne réponse, j'ai envie de te dire, c'est ça dépend. Oui. Mais il y a quand même quelques facteurs qu'on retrouve dans la plupart des rédactions où on va dire c'est plus difficile. En fait, pour mieux traiter, c'est important de le rappeler, mais pour que les résultats l'année prochaine soient meilleurs, il faut que les conditions soient réunies pour que les résultats soient meilleurs. Et donc, il faut qu'en coulisses, les rédactions, les journalistes qui travaillent sur ces questions-là, travaillent dans de meilleures conditions. Et dans de meilleures conditions, ça veut dire avoir plus de temps pour travailler, bien sûr, être mieux formé, avoir une hiérarchie qui soutient des projets d'enquête ou des projets créatifs au niveau éditorial. C'est être protégé. Alors ça, c'est un élément dont on parle peu, mais j'en profite. Merci de m'avoir posé la question. On en parle assez rarement, mais il faut savoir que beaucoup de journalistes qui travaillent sur l'environnement gênent et dérange. Souvent, ce sont des questions déplaisantes. Et les journalistes qui veulent enquêter, qui veulent travailler sérieusement sur certains sujets liés à l'environnement et à la crise climatique, font face à des lobbies, font face à des politiques, font face à parfois à des agressions, à des menaces, à des procédures bâillons. Enfin, beaucoup de journalistes travaillent avec des vents contraires sur ces thématiques-là. Et donc, c'est très important que non seulement les médias soient conscients qu'il faut protéger les journalistes qui travaillent sur l'environnement et sur le climat, qu'il faut donc leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, mais il y a aussi un rôle des pouvoirs publics sur ces questions-là. Merci. Est-ce que, juste avant de passer à Alexis, est-ce que tu peux nous donner un exemple de sujet justement où des journalistes, toi ou d'autres, puisque je sais que tu as souvent parlé de ces sujets-là avec d'autres journalistes, un peu la mécanique de tiens, ce sujet-là, on pourrait le traiter comme ça de façon très basique. Non, on va essayer d'aller creuser, comprendre les conséquences, les causes, etc. Et est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu ça? Si tu m'as dit que tu avais un exemple. Oui, alors j'en ai deux. Alors faut savoir, un bon exemple que je vais donner, mais qui est valable pour beaucoup de sujets, c'est que les organisations qui travaillent pour la liberté de la presse, pour un journalisme de qualité, notamment les syndicats, travaillent de manière transversale sur ces sujets. Une anecdote, c'est mon syndicat pendant très longtemps, je vais pas mentir, le sujet environnement n'était pas en haut de la pile des préoccupations syndicales, c'est assez récent, ça fait quelques années. Aujourd'hui, on a une commission permanente avec des militants et des militantes qui travaillent sur ces questions-là, et l'idée n'est pas du tout d'en faire un club fermé de journalistes spécialisés de l'environnement ou de journalistes sensibilisés, mais au contraire de transmettre des outils à l'ensemble des militants syndicaux, des délégués syndicaux pour qu'ils puissent agir dans leur rédaction. Donc ça, c'est très positif. Et donc, pour l'anecdote, j'ai passé un coup de fil à plusieurs d'entre elles et plusieurs d'entre eux cet après-midi pour demander quels étaient les bons exemples. Le premier exemple qui revient, c'est la Croix. Donc, Julie, tu en as déjà beaucoup parlé, mais donc voilà, je voulais le transmettre. C'est effectivement, Justice, c'est bien. Le travail qui a été effectué est souvent quelque chose qui a par exemple beaucoup circulé dans les rédactions, même dans
dans les syndicats, c'est votre une, je le rappelle, du 2 janvier 2025, il y a un peu plus d'1 an, qui était une une qui était consacrée à votre engagement et qui, de manière très transparente, expliquait à vos lecteurs que ça allait être la priorité de l'année et une des priorités de la rédaction. Et on a trouvé que nous, c'était une démarche extrêmement positive parce qu'en plus, elle reprenait la plupart des principes qui sont dans la charte de 2022 pour un journalisme à la hauteur de la crise écologique, que je détaillerai pas, mais elle peut se trouver facilement en ligne. Donc ça pour nous, c'est un bon exemple, c'est de dire frontalement à des lecteurs qui n'ont pas été habitués peut-être à ce type de traitement, voilà, nous, en tant que médias, en tant que rédaction, on a décidé de traiter de cette information différemment, avec des engagements, avec des objectifs, et on vous les détaille. Ça reste pas en coulisses, on vous en parle, voilà, de manière transparente, on le décrit. Donc il y a cet exemple-là qui a été donné, alors il y a aussi beaucoup d'autres. Il y a ce que La Voix du Nord a pu faire, je ne veux pas parler que des quotidiens nationaux, il y a aussi les quotidiens régionaux. La Voix du Nord, c'est un journal qui a justement beaucoup travaillé et une initiative qui existait encore, qui n'existait pas il y a 2 ou 3 ans, c'est d'aller à la rencontre des lecteurs sur ces questions-là. La presse quotidienne régionale, comme la presse nationale, fait beaucoup de rencontres avec les lecteurs, c'est important. Et parfois, ça a été sur des thématiques liées à l'environnement, alors que c'est historiquement pas les thématiques que ces débats-là abordaient il y a encore quelques années. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et puis un troisième exemple, alors malheureusement, je peux pas vous donner le média en question parce que pour des questions de confidentialité, la procédure est pas terminée. Mais il y a eu dans un média la publication d'articles, on va dire liés à la crise climatique, écologique, avec des données scientifiques, mais qui avaient eu des conséquences sur la santé des populations dans une région. Et ça a énormément heurté une partie des lecteurs et de la population de cette région concernée. C'est un média régional. Et ben, il y a eu, la rédaction s'est dit, OK, c'est un sujet extrêmement important, on ne peut pas le mettre sous le tapis, on va faire une médiation. On va faire venir les personnes qui nous ont alertés, qui nous ont écrit sur les réseaux sociaux, qui nous ont envoyé des courriers, pour qu'on se comprenne, pour qu'ils comprennent notre démarche, pourquoi effectivement on traite de ces sujets-là de manière peut-être un peu différente de ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Et l'idée n'est pas de les culpabiliser, de les montrer du doigt, par exemple quand c'est dans une région agricole, enfin vous voyez à quoi je fais référence, mais de dialoguer. Et c'est plutôt une initiative que j'ai trouvée heureuse, intéressante, parce que tu disais tout à l'heure que l'idée n'est pas de parler qu'aux convaincus, il faut aussi dialoguer avec tout le monde, expliquer nos choix éditoriaux. Voilà, donc ça fait partie des exemples intéressants. Merci beaucoup. Je peux juste réagir une seconde. Bien sûr, merci de valoriser notre travail. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi j'aimerais bien ajouter quelque chose sur la difficulté aujourd'hui de dépasser les 6% d'audience, de contenu. C'est quand même qu'on est face à une accélération de l'actualité dans tous les sens, qui fait qu'aujourd'hui, quand on a Trump à la Maison-Blanche, on a quand même beaucoup de mal à porter ces sujets-là de façon aussi prioritaire qu'à certaines périodes, quand on avait le pacte vert européen et qu'on sentait qu'il y avait une... Donc ça, en tant que journaliste, on a vraiment cette difficulté de... On a l'impression que l'accélération entre les guerres d'un côté, la Maison Blanche de l'autre, et voilà, nous on est quand même en difficulté de mettre ça en avant. Et nous, ce qu'on essaye de faire, le fait de faire de ces sujets des sujets transverses, c'est de ne pas en parler en tant que tel, parce que sinon on risque de se retrouver effectivement entre est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui est plus importante que l'environnement. Parfois on se retrouve avec ces débats-là quand même, et on se retrouve avec des journalistes à l'international qui nous disent mais attendez, il y a des morts d'hommes et vous nous parlez d'un réchauffement à la fin du siècle. Bref, je caricature un peu, mais... C'est des vrais dilemmes, bien sûr. Quand on arrive à faire de ce sujet un sujet transverse qui tient tout, en fait, on se rend compte, là, on a récemment sorti un article sur les Ukrainiens qui arrivent qui ont de l'électricité grâce aux panneaux solaires. Et je pense que ça, c'est comme ça qu'on arrivera à justement montrer cette dimension parfaitement transversale de l'environnement. Dans notre série justement sur le développement, comment on peut se développer sans polluer. Voilà. On est allé au Pakistan et
Et aujourd'hui, les panneaux solaires au Pakistan, ils sont dans les dots des femmes mariées. Ça montre l'explosion des panneaux solaires au Pakistan. C'est en train de sortir de la pauvreté toute une partie de la population. Et c'est en racontant ça, je pense, qu'on sera à éviter de se dire, c'est quoi... Moi, je me questionne sur les 6%. À quel moment on se dit, on est bon, on n'est pas bon? Il faut du 12%. Oui. En fait, il faut que ce soit un peu partout. Quelque part, enfin, je trouve que 6%, c'est... Moi, j'aurais tendance intuitivement à me dire que c'était moins. D'autant plus, alors je précise une chose par rapport à PQR, Jean et toute l'équipe, vous me dites si je dis des bêtises, mais c'est vrai que moi je me serais attendu à ce que dans la PQR, ça soit beaucoup plus traité. Et en fait, dans les chiffres, c'est moins que la presse nationale. Mais en fait, ça s'explique surtout, si j'ai bien compris, par le volume de production de la PQR, dont les nécrologies, dont plein de sujets nécessaires localement, mais qui, par principe, vont pas parler d'environnement parce que c'est pas le sujet, qui du coup noie en fait le pourcentage de sujets. Donc, ce sera intéressant peut-être l'année prochaine d'essayer d'arriver à dissocier effectivement cet artefact du reste. Et puis aussi, effectivement, alors nous, on travaille beaucoup avec la presse quotidienne régionale chez Spark News. C'est vrai que globalement, c'est plutôt des articles plus courts, donc on n'a pas le temps. Enfin, les journalistes n'ont pas forcément la possibilité de décrypter les causes, les effets, les conséquences, les solutions, etc., même s'ils sont plus solutions. Je fais un aparté. Nous, on a convaincu les 53 titres de faire un supplément 2 fois par an de 16 pages. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils ont justement plus de temps parce que chacun doit faire un article et ils récupèrent les 53 articles des autres. Donc, en fait, ça laisse plus de temps tout en publiant en plus. Et du coup, voilà. Et en fait, les rédac chefs de la PQR nous disent c'est génial parce que enfin, on a le temps, on a la possibilité d'aller en profondeur, de traiter parce qu'on a 16 pages, alors que c'est vrai qu'au quotidien, on n'a pas toujours la possibilité. Juste par rapport à ce que tu disais, effectivement, l'actualité chaude et parfois, voilà, de Trump ou d'autres qui vient phagocyter le temps. Moi, je me souviens d'une démarche de François-Xavier Lefranc, patron d'Ouest France, qui avait dit, mais finalement, nous, on va arrêter de commenter les sondages au moment des élections, parce qu'en fait, on passe plus de temps à commenter les sondages qui, dans l'absolu, n'ont pas beaucoup d'intérêt, d'autant plus qu'on se rend compte qu'ils sont toujours faux, et pour gagner du temps, pour parler plus des vrais sujets, etc. Et ça, je trouve que c'est une démarche intéressante. Mais je propose de passer à Alexis. Tout à l'heure, Antoine, tu as évoqué le fait que si on veut que les médias traitent mieux ces sujets, il faut du temps, il faut des moyens, il faut de l'argent. Alexis, toi, voilà, je te laisse expliquer les relocalisateurs, pourquoi vous l'avez créé et en quoi, indirectement, vous contribuez à améliorer la qualité du traitement de ces sujets. Bon, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je vais peut-être me permettre de faire une petite présentation des relocalisateurs parce que j'ai bien conscience qu'on est une toute jeune association, voilà, et qu'on est assez peu connu. Donc les relocalisateurs, c'est une association B2B qui regroupe principalement des régies médias et des agences médias et dont l'objectif, quand on l'a créé il y a 4 ans, c'était de dire, face au déséquilibre du financement des médias avec des investissements publicitaires qui vont de plus en plus vers les grandes plateformes extra-européennes qui permettent de les financer, qui financent de moins en moins les médias français, nationaux, locaux. Il faut qu'on passe des messages sur l'importance justement de réfléchir, de réorienter ces investissements plus largement sur ces médias, parce que Antoine notamment l'a évoqué, on ne peut pas produire de la bonne information, on ne peut pas vérifier, on ne peut pas faire du fact-checking, on ne peut pas avoir des équipes éditoriales, des journalistes, aller sur le terrain quand on n'a pas les moyens de le faire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un basculement des investissements publicitaires, alors qu'ils sont globalement de plus en plus importants, mais proportionnellement qui croissent beaucoup plus vite pour ce qu'on appelle les GAFAM ou les grandes plateformes extra-européennes. Et donc ça veut dire que les autres médias croissent très, très doucement, voire décroissent pour certains, et c'est notamment le cas de la presse qui est un peu notre sujet aujourd'hui. Et donc forcément on ne donne pas les moyens. Et donc l'association qui regroupe, alors elle est particulière parce qu'elle est transmédia et transmétier, puisqu'on a à la fois des groupes de presse, alors notamment Libération, je les félicite pour leur très bon résultat de ce soir,
mais également 366, donc pour l'ensemble de la régie de la presse quotidienne régionale. On a de la télévision, la France Télévisions qui fait partie de nos membres, Radio France, des afficheurs également, parce que ce sont des médias, ce ne sont pas des médias strictement éditoriaux, mais en revanche, ce sont des médias extrêmement contributeurs. Il faut savoir que 60% de leurs revenus sont reversés sous forme de taxes au niveau des communes et permettent, par exemple, d'avoir du mobilier urbain, pour donner cet exemple-là. Et puis, on a également quelques acteurs de la radio, également du digital français. Voilà. Et puis, quelques agences médias. Et donc, notre sujet, à nous, c'est de se dire... Donc, notre sujet, il est très économique, très financier. C'est de se dire, finalement, si on veut pouvoir continuer à avoir un écosystème média qui soit riche, qui soit varié, qui soit professionnel, il faut bien évidemment pouvoir le financer. Or, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Voilà. En gros, le sujet, c'est pour que ces médias continuent à exister et avoir des moyens, il faut que les annonceurs se disent, plutôt que de mettre plein de pubs sur Facebook ou les GAFAM, plus ils achèteront leur publicité dans ces médias, sérieux, entre guillemets, français et sérieux, plus on contribuera à leur donner les moyens de faire ce qu'on est en train de dire là. Donc c'est un vrai sujet, voilà. 10 secondes, c'est juste que Google ne produit pas d'informations en propre, en fait. C'est donc donner de la publicité, donner beaucoup d'argent à Google, ça n'aide pas des journalistes à aller enquêter et travailler sur ces questions-là. Absolument. En fait, ils ont un fonctionnement qui est inverse. C'est-à-dire que les médias font de la pub pour pouvoir se financer. Eux se financent à travers la pub. Donc c'est tout à fait différent. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait une étude où si effectivement on basculait ces investissements médias pub sur les médias entre guillemets sérieux, classiques français, ça permettrait de créer 12 000 emplois, c'est ça, et de reverser 450 millions d'euros de recettes publiques. Absolument. Donc c'est pas que sauvons les médias, c'est aussi effectivement et ça c'est une étude indépendante qui a été faite. Alors c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a des annonceurs? Donc il y en a pas beaucoup apparemment. Ce que je vous propose, c'est que ceux qui connaissent des annonceurs, des DIRCOM, des agences médias ou qui dans leur boîte, etc., venez voir Alexis pour dire tiens, peut-être qu'on peut aller ensemble les convaincre et leur dire c'est quelque part un devoir aussi citoyen, c'est c'est un devoir citoyen, c'est même un devoir pour leur propre avenir. Parce qu'en fait, la conséquence de alors peut-être un chiffre, parce que c'est quand même intéressant, comme on a plutôt parler de contenu aujourd'hui, effectivement, je suis sur la partie plutôt publicitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la publicité, donc de l'achat, ce qu'on appelle l'achat d'espace média en France aujourd'hui, c'est à peu près 19 milliards d'euros. Donc c'est un petit marché au niveau monde, mais ça reste un marché important. Et ça se répartit à un peu plus de 50% pour ces grandes plateformes européennes et un peu moins pour les médias français. Ces grandes plateformes, elles prennent 2 à 3 points par an. Donc on n'a pas besoin d'être très très fort en maths pour comprendre que très rapidement, on va arriver sur un point de non-retour où finalement le financement de ces plateformes-là ne permettra pas aux autres médias de se financer. Et ça a 2 conséquences. Ça a une conséquence, tu l'as évoqué, économique et sur l'emploi. Donc nous, on a travaillé avec 2 économistes qui sont Bruno Coquet et Eric Heyer, qui travaillent notamment pour le FCE, et leur a demandé très simplement d'évaluer comment l'ensemble de la publicité, et notamment les médias français, contribuaient à la fois aux recettes publiques et à l'emploi. Et ce que l'on a démontré, c'est que dans la tendance actuelle, qui est donc plus d'investissement sur ces GAFAM, on a concrètement une dégradation des recettes publiques et de l'emploi. Et on leur a demandé de travailler dans un scénario inverse en se disant, allez, on prend sur ces 19 milliards, on prend 1 milliard, donc 5% de ce marché, on les remet sur les médias français, qu'est-ce que ça produit ? Chaque année, ça produit 12 000 emplois en plus. Oui, donc c'est juste 5%, c'est ça ? C'est 5% du marché. Donc on prend 1 milliard, on a volontairement fait un chiffre simple pour s'en souvenir. On prend 1 milliard, donc on va dire que c'est 5% du marché, 10% de l'investissement sur les grandes plateformes. On les rebascule sur des médias qui sont tout à fait efficaces, ici il y a quelques annonceurs, pour construire des marques de manière durable. En basculant 1 milliard, on fait 12 000 emplois supplémentaires chaque année, ça se reproduit année après année, et 450 millions de recettes publiques supplémentaires. Quand on voit la crise au niveau des attributions budgétaires actuellement, c'est forcément pas négligeable. Alors, du coup, je vais conclure sur une question. Qui aurait est-ce qu'une des idées, ça serait dans l'absolu, on aimerait bien qu'il n'y ait pas besoin de quotas ou de règles, voilà. Mais qui pourrait imposer, finalement, que plus de pubs, que les annonceurs soient obligés de mettre plus de publicité sur ces médias, entre guillemets, sérieux, un peu comme dans le cinéma, il y a une obligation de diffuser
un minimum de films français, etc. Donc c'est pas des choses qui sont ultra choquantes, surtout si ça contribue aux finances publiques, à l'emploi et à la possibilité de traiter mieux ces sujets. Donc, est-ce que c'est le sujet de l'Arcom ou est-ce que c'est un autre sujet? Je ne sais pas si un autre. J'ai envie de dire, c'est vraiment le sujet de tout le monde. Enfin, je vais faire une analogie finalement avec l'environnement. Tout le monde a un rôle à jouer. Donc, bien évidemment, qu'il y a un rôle au niveau des annonceurs et des agences médias qui doivent à un moment comprendre que c'est à la fois leur intérêt économique et leur intérêt de développement de plus s'investir sur ces médias français. Et vraiment, c'est ce à quoi on s'emploie jour après jour avec l'association pour les convaincre. Il y a bien évidemment un effort tout à chacun aussi. C'est important de continuer à acheter des médias, à lire des médias pour pouvoir s'informer. Et sur le plan de la régulation, alors aujourd'hui c'est difficile parce que forcément ce sont des réglementations européennes. Donc à un moment il faut être tous d'accord. Donc on a un certain nombre de réglementations comme la DMA notamment ou la DSA qui a été mise en place plutôt sur des sujets de contenu. C'est difficile d'avoir une réglementation qui soit strictement sur l'affectation des budgets. Il y a un projet qui actuellement devrait arriver en commission au niveau du ministère de la Culture, plus précisément de la DGMIC, sur la transparence des investissements. Donc ce projet de loi, s'il voit le jour, et je l'espère... Ça veut dire que les grandes entreprises qui achètent de la pub devraient dire, j'ai acheté tant dans tel média, tant dans tel type de média, etc. Au-delà d'un certain montant, ils doivent effectivement avoir de la transparence sur leurs investissements médias. Et puis après, une des solutions qui avait été avancée notamment par Bruno Coquet, c'est peut-être d'avoir une fiscalité particulière, parce que si on se redit les choses clairement, la non-fiscalisation de ces grands groupes, c'est vraiment une inégalité fiscale dans le commerce, on va dire, français. C'est totalement aberrant. Donc il y avait une idée éventuellement d'avoir à l'achat une fiscalité spécifique sur le digital. Alors, on ne peut pas le faire uniquement sur ces grandes plateformes extra-européennes, ce serait sur l'ensemble du digital, mais qui permettrait de rééquilibrer un petit peu, en tout cas, les forces. On va arrêter là. Donc s'il y en a qui sont des lobbyistes, qui connaissent un peu les arcanes de ces sujets-là, vous allez voir aussi Alexis pour réfléchir à comment vous pouvez contribuer à faire bouger les choses. Je me permets un tout petit complément parce qu'effectivement on évoquait la dimension économique, il y a la dimension également démocratique qui est très importante, c'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui le fait de s'informer construit des citoyens beaucoup plus éclairés. Alors je ne vais pas développer maintenant, mais vous pouvez aller sur notre site lesrecueillisateurs.fr. Dans la rubrique ouvrages, vous aurez notre livre blanc, mais surtout vous aurez une étude qu'on a menée avec la Fondation Jean Jaurès cette année, auprès de 10 000 Français, et qui démontre comment, quand on consomme des médias nationaux et locaux, on devient de meilleurs citoyens, et notamment en termes d'investissement pour la société ou de participation électorale, qui va être notre sujet dans quelques semaines. Un point super important, ce que tu dis, c'est qu'il y a une corrélation entre je vote et je m'engage citoyennement et je lis les médias. C'est-à-dire que c'est globalement les mêmes personnes. Les gens qui lisent les médias, notamment sérieux, entre guillemets, sont aussi ceux qui s'engagent, etc. Donc, je vais donner qu'un chiffre parce qu'on n'a plus le temps, mais je pense qu'il est très clair. On a posé la question à ces 10 000 Français s'ils votaient ou pas. 77% ont déclaré voter à presque toutes les élections. Si on prend ceux qui consomment régulièrement des médias locaux, on monte à 87%. Si on prend ceux qui ne consomment pas de médias locaux, on tombe à 62%. 25 points d'écart sur la participation électorale. Merci infiniment. Alors, il y a un temps de questions-réponses. Alors, on n'a que 6 minutes de retard, mais du coup, on va peut-être les rattraper les questions. Moi, je suggérais que ce soit des questions à nos panélistes, mais peut-être aussi à Jean ou à ceux qui ont fait l'étude, si vous avez des questions sur l'étude. Et à ce moment-là, voilà. Il y a une question là. Je vous laisse passer les micros. Oui, bonsoir à tous et tous. Je suis Alexis Vanier, le directeur de la communication de France Nature Environnement. Donc, merci pour cette étude qui confirme à peu près ce qu'on imaginait. Très heureux d'avoir Julie Delabrosse, Lacroix, on est tous fans. Je pense que parmi les membres c'est ta fête ce soir, hein, c'est sympa. Tant mieux. Je pense que parmi les adhérents de FNE, il y a beaucoup d'auditeurs de France Inter et de lecteurs de La Croix. Non, je voulais juste ajouter. Effectivement, on n'a pas les mauvais qui sont là, donc c'est dommage. C'est pas à eux que s'adresse la question. Mais moi, nous, dans notre quotidien, on voit 3 grandes voies de progrès. Et je voudrais voir le retour, notamment d'Antoine Chusville, sur comment les journalistes pourraient progresser dans le traitement des questions environnementales. La première, c'est quand même la formation et la préparation des interviews.
on laisse passer sur les questions environnementales des énormités incroyables. Par exemple, sur le sujet des pesticides, qui a beaucoup été traité, on n'entend jamais quelqu'un qui dit, face au truc, ah là là, faut protéger l'agriculture française, on importe des produits qui sont faits avec des pesticides qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France. La France est le pays d'Europe qui a le droit, qui a le plus large catalogue de pesticides, de substances actives en pesticides en Europe. On l'entend jamais. On l'entend jamais. Donc le premier truc, c'est monter en compétences, préparer les interviews, travailler les sujets. La deuxième voie de progrès, c'est essayer de cesser de mettre face à face une opinion et un fait scientifique. On le voit encore quand même énormément, un ressenti, une émotion face à un fait scientifique. Il faut le travailler. Alors moi, j'ai fait une école de journalisme, donc j'ai appris à faire les enrobés en radio, donc opinion A, opinion B, et puis à la fin, on verra. Mais non, une opinion et un fait, c'est pas la même chose. Et là, il y a encore, dans le domaine environnemental, beaucoup de progrès à faire. La troisième voie de progrès, je pense, c'est en termes de champ lexical. Alors, on a parlé dans l'étude, évidemment, des champs lexicaux un petit peu orduriers vis-à-vis des protecteurs de l'environnement, mais même dans la presse beaucoup plus honnête, on a toujours un champ lexical associé aux protecteurs de l'environnement qui est assez négatif. On va être opposant à. Voilà, on va parler d'un projet, je sais pas, la 69, une bassine, et on va donner la parole aux opposants. Donc c'est quand même déjà négatif. Qui dénonce. Ça revient toujours, ce mot de dénonce. Alors, on a une responsabilité, on l'a souvent utilisé, maintenant, moi je l'interdis au sein de FNE, ce mot. Mais il faut... c'était notre président qui disait, nous on ne s'oppose pas à un projet de mine, de bassine, d'autoroute. C'est ce projet qui s'oppose à ce que les habitants d'un territoire veulent faire de leur territoire. Donc, je pense qu'il y a peut-être, ça serait bien qu'un jour, on retourne un petit peu la perspective et que la norme, ce soit pas le projet destructeur d'un milieu naturel auquel s'opposent et que dénoncent des gens qui sont dans une posture très défensive, mais que la norme, ce soit la protection du vivant auquel s'opposent des porteurs de projets de destruction qui doivent justifier ce projet. Merci. Est-ce que vous voulez réagir ou est-ce qu'on prend une autre question ? Une autre, peut-être plusieurs ? Une autre question, plusieurs questions, très bien. Je ne sais pas si on m'entend. Voilà. Moi, c'était une question pour Julie Delabrosse. Où êtes-vous, pardon ? Ouais, juste ici, pardon. Voilà, ok, merci. Vous avez évoqué une formation au traitement des enjeux environnementaux pour les journalistes de la Croix. Et je voulais savoir à quoi ça correspondait concrètement. Voilà, ça m'a intéressé en tant que futur journaliste. Oui, alors nous, on a eu plusieurs formations. On a fait des fraises du climat au sein de Bayard depuis longtemps. On a formé les journalistes de donc notre service éco et transition avec vraiment des scientifiques de l'école mathématique du climat. Donc là, on a eu vraiment 3 jours avec des experts en biodiversité, qui étaient vraiment des techniciens scientifiques. Donc voilà, on était à l'université, quoi. Et puis là maintenant, on est en train de former donc toute la rédaction, toutes les cartes de presse à une formation qui est alors pour le coup plus grand public, on va dire, avec une dimension. Donc c'est un organisme formateur. Sur les questions environnementales, avec une journaliste spécialisée sur ces questions qui s'appelle Anne-Sophie Novelle, qui travaille beaucoup sur ces enjeux-là, et donc qui à la fois nous sensibilise, fait un peu le b.a.-ba pour des journalistes qui ne l'ont pas du tout, et donc qui va démarrer par vraiment le b.a.-ba de scientifique, et puis après nous sensibiliser sur la manière de comment parler de ces sujets dans les médias, etc. Donc c'est une formation qui dure aussi, il y a 2 jours de formation pour tous les journalistes de la rédaction, donc c'est quand même assez ambitieux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de médias qui... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de médias qui se sont formés et avec des modalités assez différentes, mais je ne saurais pas en dire plus. On a des spécialistes formation dans la salle, mais moi je peux dire que dans
des médias de l'audiovisuel public, par exemple, on a eu aussi des journées de formation 2 jours minimum, et pas seulement pour les journalistes spécialisés, des formations solides 2 jours, ça passe vite, hein, mine de rien, mais qui donnent quand même effectivement les bases et qui nous aident à effectivement éviter au maximum les pièges dont vous parliez. Je réponds à votre question. Alors j'aime bien parce que les 3 points que vous avez développés, c'est il faut que les journalistes soient mieux armés pour préparer leurs interviews, jouer leur rôle de contradicteur, de débusquer les fausses informations, la mésinformation, etc. Il faut éviter aussi d'opposer dans des débats des faits scientifiques et des opinions comme si ça avait la même valeur. Et enfin, faut sortir d'un champ lexical inadapté. Ça fait partie des 3 engagements de la charte dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça me parle. Et je partage totalement votre souhait que ça aille plus vite et qu'on progresse plus vite. Je vais juste faire un parallèle peut-être pour vous donner une idée sur comment ça peut progresser dans les rédactions. Il y a une autre thématique sur laquelle les médias ont très mal travaillé pendant longtemps, avaient des problèmes notamment au niveau du vocabulaire qui était utilisé, du champ lexical, de la manière d'aborder des sujets. C'est la question des féminicides, par exemple. Et pendant très longtemps, les consoeurs qui ont essayé de porter ces sujets-là dans les rédactions, on les corrigeait, on les empêchait d'ailleurs d'utiliser le mot féminicide ou d'autres termes, en disant non mais ça c'est un vocabulaire militant, etc., etc. Il y a encore trop souvent dans les rédactions ce point de vue sur les journalistes qui décident d'employer certains mots, effectivement, un vocabulaire précis, correct. Régulièrement, on se fait traiter de communicant du GIEC. Enfin, ça existe encore, quoi, voilà, dans les rédactions. Et pourquoi ça a changé pour la question des féminicides il y a, on va dire, moins de 10 ans? C'est évidemment parce qu'il y a eu un travail énorme de journalistes, d'associations féministes, mais c'est aussi parce qu'il y a eu une prise de conscience dans l'ensemble de la société, dans des formations politiques, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que les journalistes tout seuls, ils doivent progresser, je suis 100% d'accord et on essaie de faire le maximum. Mais les journalistes seuls, ils n'y arriveront pas. Il y a aussi une responsabilité sociale, sociétale plus importante en dehors des médias pour justement nous aider à sortir de ce carcan et de tous les travers que vous avez listés tout à l'heure. Et d'ailleurs, le grand public qu'on est tous, vous avez un pouvoir beaucoup plus important qu'on l'imagine en écrivant en fait aux médias pour leur dire ça me va pas ou etc. Mais souvent il suffit de 3-4 mails pour dire s'il y a 3-4 mails c'est que il y a plein de gens qui ont eu la même réaction et ça fait réagir au sein des rédactions et ça permet à un journaliste d'aller voir aussi son rédac-chef en disant regarde, j'ai eu tel retour comme quoi je suis pas un illuminé, ça correspond à des vrais sujets. Ma question portera sur le rabâchage. Je m'appelle Armel Prieur et je coordonne le mouvement pour le compte carbone, qui est un mouvement de solution. Donc en 2020-2021, nous avons eu beaucoup de tribunes par la Croix, Ouest France, Le Monde, le Nouvel Obs. Et avec le temps, ils nous répondent et vous nous répondez, ça on l'a déjà traité. Et en fait, il faut toujours en reparler davantage parce que c'est des solutions très concrètes. Et donc malheureusement, on a un besoin de davantage rabâcher, on va dire, parce que ce sont toujours les mêmes solutions. On a un problème de réchauffement climatique, il faut bien trouver la réponse. Et donc, est-ce que c'est une difficulté que d'apporter toujours la même réponse à la même question ? Prends une autre question de 2 femmes, si c'est possible. Oui. Bonjour, donc Anna Biosque, j'écris un mémoire en ce moment sur la désinformation climatique et en particulier les scientifiques du climat. Je voudrais, du coup, je mène aussi des entretiens sociologiques avec pas mal de chercheurs en sciences du climat et notamment comment ils s'organisent en fait pour prendre la parole dans les médias audiovisuels et après avoir échangé avec pas mal d'entre eux qui interviennent et sont notamment souvent sollicités sur la question des sciences de l'attribution. Donc l'attribution d'événements climatiques extrêmes au changement climatique ou non. Et je trouve que c'est un sujet qui est quand même très particulier parce qu'il y a la question très forte du doute légitime sur les questions de la science de l'attribution. Et du coup, ça ramène à la question de l'utilité pour les chercheurs en sciences du climat de mobiliser le consensus scientifique. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne, etc. Et aussi de comment on
présente ce doute légitime sans pour autant mettre une petite graine dans la tête des auditeurs et des interlocuteurs que c'est quelque chose de pas sûr, quoi. Je voulais savoir si de votre côté vous avez une expérience par rapport à ça, si vous abordiez le sujet de manière spécifique, d'autant plus qu'on sait que les événements climatiques extrêmes sont des moments où il y a des pics de désinformation climatique. Donc voilà. Merci. Voilà, il y a une autre question par là. Puis on va mettre juste derrière. On va mettre fin. Et puis n'hésitez pas à venir discuter après avec les journalistes si vous n'avez pas pu poser votre question. Oui, merci beaucoup. Merci pour vos interventions qui étaient fort intéressantes. Moi, je m'appelle Nelly Payeux, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Check First, où on fait de la lutte contre les manipulations de l'information. Et ma question porte notamment sur les petits médias indépendants qui naissent depuis 2020. On voit des nouveaux titres qui apparaissent, je pense à Vert, je pense à Climax. Comment vous percevez ce nouvel intérêt des médias indépendants pour les questions écologiques ? Qui veut répondre? Je travaille avec... Alors, ouais, il y a pas mal de questions. Sur le rabâchage, nous, c'est une question qu'on se pose souvent, à savoir, effectivement, on a toujours cet écueil de se dire, quand on a déjà parlé d'un sujet, qu'on a déjà fait un article, on ne va pas le refaire. Et ça, c'est, je pense, une problématique un peu professionnelle, peut-être, enfin, notre profession... On veut se renouveler et on se dit, si nos lecteurs, on leur a déjà fourni un produit, on ne peut pas leur fournir le même produit. Et nous, on doit avancer et leur offrir d'autres produits. C'est un peu une mécanique contre laquelle parfois on essaye de lutter, justement, en se disant, mais comment est-ce qu'on peut réutiliser ces productions qui tombent assez vite dans un trou. Nous, on a tendance à dire le journal du jour est fini le lendemain dans le feu du lendemain, dans la cheminée du lendemain. Et donc ça, on essaye de faire exister. Alors quand même, Internet permet ça aujourd'hui, c'est-à-dire que on arrive quand même à faire remonter sur nos sites, sur des anciens articles, et donc ça, on le fait. On a des outils technologiques qui nous permettent de le faire. Et donc, je n'aurais pas tellement de réponses à vous apporter sur est-ce qu'il faut republier la même tribune. Je pense qu'on peut la republier tant que l'idée n'est pas passée. Après, c'est vrai que nous, d'un point de vue éditorial, on va pas la publier 2 fois, mais on peut la faire remonter. C'est tout à fait possible techniquement. Donc voilà, je vous invite, je pense que les personnes qui s'occupent des tribunes chez nous, ils seraient ravis de republier votre tribune. Et sur la question des sciences de l'attribution, alors nous, on écrit toujours dans nos papiers, il y a la prudence des scientifiques fait qu'on ne peut pas aujourd'hui, tant que les études d'attribution n'ont pas été faites, donc on l'explique de façon très pédagogique. Et donc il faut attendre qu'il y a une probabilité plus importante que ces événements se produisent, on l'écrit tel quel, mais tant que les études d'attribution n'ont pas été faites, on ne peut pas tracer un lien de causalité. Et ça, on passe dans les services, parfois les services qui ne sont pas les services environnement, qui ne connaissent pas ça et qui peuvent écrire un peu vite que c'est dû au réchauffement climatique alors qu'on n'en est pas sûr, ou au contraire qu'ils ne le disent pas. On essaye de le faire remonter dès qu'on voit que ça n'est pas dit. Donc ce travail-là de pédagogie, d'expliquer comment ça marche, et puis après on fait des papiers aussi, enfin nous on a fait des papiers entiers sur les sciences de l'attribution, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les scientifiques, etc. Et voilà, mais on peut pas non plus, à chaque fois qu'on parle, quand on a des épisodes comme les inondations qui ont lieu là, on va l'expliciter, mais on ne peut pas faire un papier entier là-dessus à chaque fois. Donc c'est un savant dosage, en fait. Mais je crois qu'on essaye de faire le travail. Est-ce que, je crois, parce qu'il y a une autre soirée derrière, donc
Est-ce que Antoine, le mot est-ce de la qu'en 2 fin, mots, voilà, tu peux... en quelques secondes. C'est mon métier, donner envie faire pour moins que les gens d'une viennent minute. voilà. Je vais essayer de... pour la question sur les médias indépendants, ce que je trouve hyper intéressant dans l'émergence de ces médias, c'est justement qu'ils ne traitent pas forcément de la même la thématique, cette thématique-là du climat, de la même manière que les médias traditionnels. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas la presse en ligne, et je jette pas la pierre à l'énorme travail qui a été fait, qui est déjà très bien, mais un jour, il faudra qu'on y vienne, parce que je suis persuadé que cette presse en ligne n'aurait pas les mêmes résultats en pourcentage que ce qu'on a vu ce soir, et c'est dû à mon avis à 2 raisons, brièvement. C'est qu'il y a un intérêt du public, c'est assez évident, et si ces médias-là se créent et travaillent sur ces sujets-là, c'est parce que ça n'existe pas ailleurs. Ça, voilà. Si tout était dit, si tout était écrit, si toutes les enquêtes étaient faites dans la presse quotidienne régionale, à la télé, à la radio, il y aurait probablement pas ce besoin-là. Et il y a aussi, je le crois, très franchement, un intérêt plus important dans la génération des journalistes, voilà, qui a plutôt la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Les journalistes qui travaillent dans les médias que vous avez cités, en général, ils ont cet âge-là. Enfin, pas Hervé Kempf, je ne sais pas si Hervé est là ce soir, il fait ça depuis plus longtemps, mais donc c'est pas exclusif. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des médias plutôt plus jeunes. Et à mon avis, ça veut dire beaucoup de choses de l'évolution aussi, d'abord des intérêts du public et de ce qui n'existe pas encore et qui est en train de se créer, comme souvent, par les marges. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, comme la presse quotidienne régionale, malheureusement, n'était pas là ce soir, j'ai ramené des exemplaires. Donc, s'il y en a qui en veulent, je vous les offre, c'est cadeau. Voilà, on te laisse. Merci à tous les 4. Encore bravo. Maintenant, je vous propose de rejoindre sur scène Monsieur Four pour le mot de la fin. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Je vais probablement... Alors, je vais essayer de tenir dans mon timing, il n'y a pas de problème, pour la soirée qui suit. Alors, d'abord, merci, en fait. Merci d'abord de me donner l'occasion de vous dire quelques mots ici du travail de cette modeste chaîne qui est RFI, Radio France Internationale, qui est sans doute l'un des médias audiovisuels les moins connus sur la scène parisienne, et pourtant sans doute le plus puissant. Avec notre sœur France 24, le plus puissant de tous les médias audiovisuels français en termes d'audience, puisque, pour vous donner un simple chiffre, RFI touche chaque semaine 100 millions de personnes dans le monde. Je vous laisse méditer au passage sur ce paradoxe, c'est-à-dire ce décalage entre l'écho du microcosme national et l'influence réelle. Nous travaillons dans 17 langues, dont le français, sur tous les continents, dans plus de 150 pays. Nous parlons le swahili, le brésilien, l'ukrainien, l'espagnol, le khmer, le vietnamien, la haussa, le chinois, le roumain, j'en oublie plein. On possède 7 rédactions délocalisées à Bucarest, à Phnom Penh, à Nairobi, à Dakar, à Lagos. Et nos programmes sont repris par près de 2000 radios partenaires dans le monde. Donc ça veut dire que nous avons des auditeurs et des lecteurs, des lectrices, des auditrices, beaucoup en Afrique, mais aussi beaucoup en Amérique latine, beaucoup en Europe et beaucoup en Asie du Sud-Est. Et cette présence internationale fait que nous sommes aux premières loges pour constater les ravages de la désinformation et du mensonge, et ça ne manque pas sur la question climatique. Je vais y revenir, vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure. Je voudrais remercier aussi le travail ici, effectivement, de l'Observatoire des médias sur l'écologie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il concerne non seulement donc la presse écrite, dont il est essentiellement question ce soir, mais aussi depuis 2 ans désormais tous les principaux médias audiovisuels français. C'est, je pense, vraiment un travail salutaire parce qu'il permet d'objectiver, de mettre en évidence la place accordée aux enjeux environnementaux et climatiques dans les médias. Et l'enjeu vaut tout autant, bien entendu, pour l'audiovisuel que pour l'écrit. Et en l'occurrence, c'est vrai, les résultats de ce travail d'analyse sont clairs dans l'audiovisuel. Il se trouve que RFI est de loin, le média audiovisuel, radio comme télévision, qui traite le plus de ces sujets, c'est-à-dire entre 9 et 11% de notre temps d'antenne, et même 23% de notre temps d'antenne pendant la dernière COP, très très loin devant tout le monde. Alors, je ne tire aucune gloire de cette statistique, simplement elle nous intéresse, à nous, effectivement, parce qu'elle vient objectiver, traduire ce qui est un choix de notre part. C'est sur cela que je voudrais insister, c'est le choix assumé
de RFI d'accorder une telle place aux questions d'environnement et de climat. Alors effectivement, on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, ça serait facile pour un média international de dire « oulala, mais au regard des énormes mouvements géopolitiques en cours, concentrons-nous uniquement sur Trump et sur Poutine, sur le Proche-Orient ou sur l'Ukraine, sur la Chine ou sur les conflits en Afrique. Nous les traitons, ces sujets, mais nous ne voulons pas perdre de vue ce qui est, et c'est majeur pour un média international justement, ce qui est l'enjeu mondial, l'enjeu global par excellence, c'est-à-dire l'état de la planète. Ce qui est important pour nous, c'est que ce n'est pas uniquement un choix quantitatif, c'est un objectif qualitatif. Et là encore, je rejoins des choses qui ont été dites avant. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de traiter les sujets environnement dans leurs nuances et dans leur complexité. Et s'il y a en fait une conclusion de l'Observatoire des médias sur l'écologie dont nous nous félicitons, c'est surtout la suivante. 0 désinformation nulle part sur l'antenne de RFI sur le climat au cours du premier semestre 2025, période de la dernière étude. 0. Alors, comme à la Croix, c'est le fruit d'une organisation. C'est vrai que nous avons choisi, il y a 2 ans maintenant, de nous doter d'une équipe là encore transverse, qui est chargée des questions d'environnement et de climat. Alors, c'est d'abord une équipe d'une douzaine de personnes qui regroupe à la fois des journalistes qui travaillent pour le news, des journalistes qui travaillent pour les magazines, des journalistes en provenance des autres langues, pas seulement le français, l'espagnol, le chinois, avec des interlocuteurs spécialisés dans encore les autres langues, l'anglais, le portugais, le brésilien, etc. Et sur l'antenne en français d'abord, ça se traduit par une chronique quotidienne le matin en prime time, comme on dit en bon français, par une émission d'1 heure, 3 jours par semaine, c'est pas du vent, vous connaissez sans doute Anne-Cécile Bras. Ça se traduit surtout, et c'est majeur, par une présence systématique de l'équipe environnement dans la conférence de rédaction. Et les journalistes nombreux qui sont dans cette salle le savent, c'est la clé en fait. Ils sont omniprésents dans nos conférences de rédaction. Résultat, là encore, ce sont des chiffres de l'Observatoire, je me contente de les reprendre. Rien que pour l'antenne en français, 1470 sujets sur l'environnement traités l'an dernier, dont 236 reportages, toujours selon ce même décompte. Mais bon, vous l'avez compris, notre enjeu à nous ne se joue pas uniquement en langue française. Et c'est sur ça que je voudrais aussi insister ici. C'est que nous proposons des émissions sur l'environnement en espagnol, en brésilien, en chinois, en vietnamien, en swahili, en mandinkan, bambara, autrement dit, en fulfulde, qui est la langue des Peuls dans le Sahel. Et dans certaines langues, il nous a même fallu inventer des mots pour traduire des concepts qui n'existaient pas dans ces langues. Par exemple, le concept de recyclage n'existait pas dans un certain nombre de langues. Donc on a dû l'inventer. Il faut que vous imaginiez, par exemple, je parlais du fulfulde à l'instant, que vous imaginiez dans une zone désertique comme celle du Sahel, qui est non seulement en proie à la question climatique, mais aussi beaucoup au terrorisme. Il faut mesurer l'importance sociale et même vitale que revêt l'information sur le climat, sur l'exploitation des sols, sur les ressources en eau. Alors cette organisation, et là je rejoins aussi ce qui vient d'être dit, c'est bien sûr le choix de la formation des équipes. Il ne suffit pas d'avoir des journalistes spécialisés dans ces questions. Quand on fait de l'antenne radio et du numérique 24 heures sur 24, il faut avoir des rédacteurs en chef et des rédactrices en chef, des présentateurs et des présentatrices sensibilisés sur ces questions pour précisément, je rebondis sur ce que monsieur disait, pour employer les bons termes, pour contredire d'éventuels invités qui s'égareraient sur le chemin de la désinformation. Donc oui, on a formé la rédaction en chef et l'objectif à terme, comme à la Croix, c'est de former tous les journalistes. On en est encore loin, mais on progresse. Et puis à France Média Monde, qui est notre entreprise mère, qui regroupe RFI France 24, comme dans d'autres entreprises, il y a évidemment plus largement la volonté de mener une politique volontariste sur la responsabilité sociale et environnementale, c'est-à-dire de décarboner notre chaîne de production, d'améliorer notre sobriété énergétique, d'évaluer l'impact environnemental aussi sur nos principaux projets. C'est une préoccupation très présente dans l'entreprise. Alors quelques mots aussi pour regarder ce que font les autres médias audiovisuels. À chacun ses choix éditoriaux, je n'ai pas l'intention de me poser en donneur de leçons. Mais tout de même, je vous invite là aussi à éplucher les conclusions des enquêtes de l'Observatoire des médias sur l'écologie à ce propos.
puisque l'objet de cette soirée est aussi de s'interroger globalement sur la place accordée à l'environnement dans l'ensemble des médias. Et il ressort de ces enquêtes, ces 2 dernières enquêtes, quelques évidences factuelles. Je vais me contenter de les reprendre. La première, c'est qu'au-delà de RFI, l'audiovisuel public dans son ensemble, et en particulier la radio, donc RFI, France Culture, France Inter, France Info Radio, l'audiovisuel public donc consacre en moyenne beaucoup plus de temps d'antenne aux sujets environnementaux que les médias privés, factuels. Et aussi que les médias publics, au global, propagent beaucoup moins de fausses informations sur le sujet factuel. Donc à l'heure quand même où l'audiovisuel public fait l'objet d'attaques politiques sans précédent et où on voit son financement menacé un peu plus chaque année, je vous laisse vous interroger, vous êtes assez grand pour le faire. En tout cas, ce qui est certain, j'ouvre là aussi une autre parenthèse, c'est que l'expérience le montre clairement en Europe, là où l'audiovisuel public est sabordé, la démocratie recule. Le deuxième constat de ces enquêtes, c'est d'examiner le paysage dans l'audiovisuel privé, et ce paysage n'est pas homogène. Il n'est pas homogène. Là encore, je me contente de reprendre les conclusions de l'Observatoire. Je me réfère toujours à ces conclusions. Plusieurs grands médias privés, TF1, RTL, M6, ne propagent pas non plus de fausses informations, et il faut s'en féliciter. En revanche, et il faut le dire ici, les résultats de ces enquêtes sont sidérants, s'agissant notamment des médias du groupe Bolloré. Non seulement le temps d'antenne sur l'environnement y est réduit à peau de chagrin, mais surtout, tous les mensonges y prospèrent. Tous, vous pouvez tous les prendre. Le changement climatique n'existe pas, il n'est pas d'origine humaine, il n'y a pas de consensus scientifique, c'est pas grave, etc. Je pourrais continuer comme ça. C'est une machine à fabriquer du faux. Et pendant ce temps, c'est donc bien l'audiovisuel public qui est montré du doigt par certains sur la place publique. On est vraiment dans l'inversion des rôles et dans le monde à l'envers, j'y insiste. Donc dans ce contexte, oui, et vous le disiez juste avant, oui, c'est difficile. C'est difficile de continuer à faire son boulot sur les sujets d'environnement et de climat pour des tas de raisons. C'est vrai, l'actualité internationale est tellement forte qu'elle peut facilement conduire à occuper une place, un temps réservé il y a encore quelques années aux sujets environnementaux. Vous l'avez dit aussi, intéresser le public aux questions d'environnement n'est pas simple quand la préoccupation quotidienne de l'auditeur ou du lecteur, et particulièrement les nôtres, c'est d'abord la santé, le travail, l'éducation des enfants, voire la musique, le sport. Couvrir les enjeux climatiques peut aussi nous poser un dilemme, parce que pour raconter, on le sait dans ce métier, il faut aller sur le terrain. Alors pour nous, c'est aussi aller en Amazonie, dans le bassin du Congo, dans le delta de l'Irrawaddy. Donc c'est alimenter la facture carbone. Ce ne sont pas toujours des arbitrages très très simples. Il faut aussi savoir informer sans basculer dans l'alarmisme, un alarmisme qui est tentant sur le climat. Le problème, c'est que ça conduit les auditeurs à se boucher les oreilles. Donc il faut savoir raconter, oui, des histoires, on va dire, constructives sur l'environnement, pas juste en négatif, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis alors, il y a aussi le fait que l'actualité environnementale est souvent faite de rapports scientifiques internationaux qui s'accumulent. Alors, c'est à juste titre sur le plan scientifique, c'est pas la question, mais forcément, il y a un effet de lassitude ou de rabâchage sur le plan journalistique qui nous pose une difficulté. Et puis, je le redis, je le disais à l'instant, n'oublions pas que les médias audiovisuels publics les plus rigoureux sur ce sujet sont les plus attaqués. Donc, oui, il faut tenir bon, il faut rester des médias de l'offre, il faut agir en responsabilité, il faut s'efforcer de hiérarchiser les sujets les plus globaux, les plus essentiels. En l'occurrence, on parle bien du climat et de la planète. Donc, pour le dire autrement, regardez la lune et pas le doigt. Vous connaissez la formule chinoise, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le toit. On la prête à Confucius, ça fait toujours assez chic de citer Confucius, même si on ne sait pas trop si c'est vraiment de lui. Mais en tout cas, aujourd'hui, non seulement certains médias qui prétendent faire du journalisme ne regardent pas la lune, mais ils ne regardent même plus le doigt non plus. Donc, à ce compte-là, il ne restera plus que les idiots qui regarderont dans le vide. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Nous sommes nombreux à lutter contre ce danger, et c'est en tout cas l'un des combats de RFI. Je vous remercie.